volontairement parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse, mais qui foutait juste le bordel au final dans la réalité. Tu sais, genre j'envoyais un projet, je laissais planer un doute, sans dire à qui devait le faire, et du coup après c'était genre en mode ah ouais on n'a pas plus de responsabilité, et je disais ouais mais je vous ai balancé plein de projets random sans savoir qui devait les faire et vous avez pas sauté dessus, tu vois, donc vous cherchez pas vraiment à avoir plus de responsabilité. C'était juste une mauvaise manière de le faire au final. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Léo Poitvin. Merci d'être présent pour cet épisode. Avant de commencer l'épisode, pense à t'abonner, liker et commenter. Est-ce que tu peux faire une petite présentation courte de la personne que tu es, s'il te plaît? Salut Mehdi, ça fait plaisir que tu m'invites aujourd'hui sur Sans filtre. Pour me présenter assez rapidement, j'essaie de le faire en une minute ou deux, je commence à avoir l'habitude un peu, c'est cool. J'ai commencé à toucher au web en fait en étant développeur à la base durant mes études. Donc en gros, j'ai fait un DUT informatique. J'étais pas un bon développeur pour être honnête, mais voilà, j'étais pas trop mauvais en web et j'étais pas trop mauvais surtout sur le côté droit, communication, marketing, économie, etc. Tous les domaines qui sont plus côté business. Et donc en fait, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour utiliser ces capacités que j'ai sur le côté business, garder le côté web, garder le côté technique. Et progressivement, je suis arrivé voilà en licence pro d'abord, marketing numérique, etc. Donc ça a été une belle année pour rattraper tout mon retard en marketing, découvrir le SEO, mettre les mains dedans, tomber passionné très rapidement, et ensuite j'ai fini avec un master en école de commerce où voilà je continue à faire des petits trucs. J'étais en alternance en même temps, donc je commençais à travailler. Du coup j'avais un peu les mains dans le SEO. Je fais ma dernière année d'alternance en SEO chez Cdiscount, donc qui commence à être une expérience Ok. pro qui est assez valuable. Et après je voulais voyager, j'ai toujours eu un gros amour du voyage. J'étais parti pendant mes études à droite à gauche, un coup à San Francisco, un coup à Singapour, et donc au moment où je finis mes études, je voulais voyager et j'ai la possibilité de partir à Malte du coup pour aller faire du SEO dans le domaine affiliation et jeux d'argent, qui est un domaine qui est très compétitif, qui est très intéressant. Je le savais très peu à l'époque, moi j'étais juste attiré par le fait d'aller à l'étranger pour être honnête, et en fait voilà je suis parti, j'ai découvert une vraie passion pour le SEO que je connaissais déjà mais que j'ai approfondi. J'ai passé 3 ans à Malte qui étaient 3 années de folie. Et ensuite, je suis parti pour être Head of SEO en Thaïlande, chez Green Tomato Media, qui était un concurrent en fait, qui est aussi dans le domaine des jeux d'argent. Et donc, j'ai continué à faire du SEO pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai voulu partir chez Finixio pour essayer d'aller chercher le toujours plus. C'est un peu la gourmandise qui m'a perdu. Et donc, ça a cafouillé un peu avec eux. Ça fonctionnait pas si bien que ça. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on s'arrête là. Et en fait, je suis parti en freelance. Donc là, ça fait exactement 3 mois, jour pour jour, que je suis indépendant, et que je suis consultant indépendant. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et je commence à voilà discuter un peu sur YouTube. Donc c'est cool d'être avec toi, tu vois, ami YouTuber on va dire, tranquillement. Et Ouais. puis voilà, faire 2 3 trucs à droite à gauche, surtout du consulting et du coaching honnêtement. Hop hop hop. Avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description dont t'as réservé une petite surprise. Ok. Ouais, merci pour cette petite présentation. On reviendra sur quelques points que tu as parlé. Là, on va commencer par l'enfance. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué ou quelque chose qui a fait un rôle que tu es dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? C'est il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Je pense que la- il y a beaucoup d'aspects. Un truc qui me marque pas mal en ce moment, alors que je commence à me lancer en indépendant depuis 3 mois, c'est le fait que mon père était lui-même entrepreneur entre très grands guillemets, dans le sens où il était artisan et il avait sa cordonnerie. Et donc c'était voilà, c'est pas du tout le même type d'entreprise, mais en fait c'est marrant parce que maintenant je revois des problématiques que lui avait plutôt, le fait de déclarer ses taxes, le fait de tu vois d'avoir des coûts, le fait d'avoir des trucs comme ça, de dire bah ouais mais tout l'argent que je gagne c'est pas vraiment mon argent parce qu'en fait il y a pas mal d'autres choses qui doivent passer entre temps. Tu vois, je dois dépenser de l'argent pour du marketing ou des trucs comme ça, et c'est assez marrant de revoir un peu ces problématiques que j'ai Ouais. actuellement quoi. C'est un des trucs que en ce moment c'est un des trucs sur lesquels je réfléchis régulièrement et qui me fait sourire souvent, et je me dis comment est-ce que mon business et son business peuvent être similaires, parce qu'en fait on est tous les deux chefs d'entreprise, et avec toutes les différences qu'ils ont aussi quoi. Ouais, et même inconsciemment, ça t'a peut-être influencé, mine de rien. Clairement, je savais que c'était quelque chose de possible. J'avais déjà fait du freelance en plus dans le passé, donc tu vois, j'avais déjà mis le pied à l'écuyer. C'était juste le refaire plus tard, alors que tu vois, j'ai bien grandi entre temps. C'était un peu se dire, ok, bah maintenant c'est pas juste un jeu d'étudiant, ça doit devenir un truc qui est sérieux. C'est pas juste, tu sais, quand j'étais petit aussi, j'allais garder la boutique de mon père, donc c'est pas juste faire le caissier pour mon père en mode tranquille. C'est là aussi un truc sérieux où ça devient mon business et ce qui va me faire manger, malgré le fait que j'ai des économies, et que je sais toujours que je pourrais retrouver un taf si jamais ça roule pas tout seul.
C'est intéressant de se dire comment ça devient vraiment la vraie chose, quoi, le vrai truc. Ok, ok. Et au lycée, t'étais quel type de personne? Introverti, extraverti? C'est marrant parce que le lycée, je le commence et je le finis pas du tout de la même manière. Et donc je le commence en étant plutôt un petit. Tu sais, tu sors du collège, quoi. J'étais pas timide, j'étais pas introverti, mais j'étais pas le mec populaire, quoi. Tu vois, j'étais un gars, j'étais en mode tranquille avec mes potes, on était un petit groupe en mode. Tu sais, middle game de la popularité, quoi. On n'est pas les chefs, on n'est pas les losers, mais on est dans l'entre-deux un peu flottant, pas terrible, quoi. Et en fait, je le commence comme ça en seconde, et au fur et à mesure, je pense que le karma a fait que ça a bien fonctionné, tu vois. Plus j'ai glow up un peu pendant mon lycée, donc en fait, j'ai fini mon lycée en étant un peu mieux positionné socialement, on va dire en mode pure position sociale, même si c'est des trucs qu'on ne devrait pas dire et qui sont pas des trucs cool. Mais en étant plus confiant, en tout cas, plus de confiance en moi, plus d'interaction sociale avec tout le monde, plus confortable socialement avec tout le monde, etc. Donc, je commence mon lycée en mode cheap, introverte, timide, et je le finis un peu en mode ça va, c'est cool, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, il y a quelques années, être un petit peu geek sans le côté péjoratif, c'était pas bien, c'était moins bien vu que maintenant. Ouais, ouais. Là, moi, c'était juste le moment où ça transitionnait, où tu pouvais faire des trucs geeks Ok. et être cool. Mais c'était quand même, je dirais quand même que 2 tiers des geeks, ils étaient pas cool. Et si t'étais malin et que tu marketais entre guillemets ta geekerie pas trop mal, tu vois, c'était ok. Genre, je me souviens d'un gars qui avait fait un système de chat sur le réseau du lycée. Et du coup, tu pouvais chatter entre les PC, etc., en mode privé, etc. Et c'était, enfin, tu vois, technologiquement, c'était assez fort ce qu'il avait fait. Et Ouais, on était un peu en mode genre. Tu sais, c'est tricky, genre, t'es pas cool parce que t'es un geek, mais c'est quand même un peu cool ce que t'as fait, donc tu vois, il y avait un espèce d'entre-deux, quoi, ouais, qui commençait à être progressif. ouais, c'était la petite transition. Et du coup, à cette période, quand t'es au lycée, tu penses à quoi? Est-ce que tu te dis, tiens, plus tard, je vais commencer peut-être un petit peu à être entrepreneur ou pas du tout et tu penses pas? J'ai, est-ce que je me dis ça? Je crois pas que je réfléchis à l'entrepreneuriat à l'époque, mais je réfléchis déjà à des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Je réfléchis déjà à la profitabilité, à des trucs comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai un cas en tête qui est 100% à mon avis, qui fit bien la personne que je suis maintenant. Euh, je me souviens d'une meuf qui m'avait ramené elle revenait d'un voyage d'école à Amsterdam, et elle m'avait ramené des fiches avec des différents prix de graines de cannabis et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et donc j'étais passionné par le cannabis à l'époque, et donc j'étudie les graines, et tu sais, je me renseigne sur internet, quel plan, combien est-ce qu'il produit, dans quelles conditions est-ce qu'il faut le faire pousser, combien est-ce que chaque gramme peut être vendu en fonction du taux de THC, etc., etc. Et donc j'étais un peu en mode genre, en fait tu sais, j'étais en première et je faisais mon business plan psychologiquement, genre si je devais faire pousser du cannabis, quel plan est-ce que je ferais, combien ça rapporterait, comment ça serait tourné, etc., etc. Ce qui est assez marrant, c'est que maintenant je fais de l'affiliation pour le CBD, et du coup en fait je suis encore dans cette dynamique-là, quoi. Ça a pas trop changé. Et donc j'avais ce côté, tu sais, business plan, calculer les coûts, calculer les rendements, des trucs comme ça. C'est tout que j'aimais bien faire. Déjà à l'époque, et que je faisais sur les business aussi, en fait. Déjà à l'époque, je me disais par exemple, si je devais faire, enfin tu vois, putain, c'est horrible parce que je réfléchis et je me rends compte que tous les trucs auxquels je pensais quand j'étais au lycée, ils étaient illégaux. Parce que j'avais le côté genre, si je devais faire du blanchiment d'argent par exemple, vers quel business est-ce que je m'orienterais? Et je réfléchissais, j'en parlais avec mon père, avec mes petits frères, c'était des délires, tu sais, en mode de réfléchir à chaque fois, c'est quoi les loops dans le système, c'est quoi les failles qu'il y a dans un système, qu'est-ce qui fonctionne pas d'un point de vue business, d'un point de vue fiscalité, etc., etc., tu vois. Et d'avoir des discussions comme ça m'a ouvert l'esprit, je pense, un peu sur des sujets, et c'était assez intéressant. Donc entrepreneur, je me voyais pas directement entrepreneur, mais je pense que j'avais déjà quelques traits qui font que ça fit la personne que j'étais, quoi. Ouais, c'était dans un coin de ta tête et après, t'as pris un autre chemin et t'es revenu dessus quand même maintenant, vu que ça fait 3 mois là que t'es à ton compte. Ouais, 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 franchement, ouais, ouais, ouais. Et en fait, même quand j'étais pas à mon compte avant, j'ai souvent géré les business sur lesquels je travaillais en tant qu'employé, comme si c'était les miens. Moi, c'est souvent un truc que enfin, tu vois, j'ai toujours vécu les business pour lesquels je travaillais comme si c'était les miens. À la différence que c'était pas mon argent et que du coup, je pouvais le dépenser plus confortablement, on va dire, avec moins de pression. Mais ouais, chez Green Tomato, j'ai passé 2 ans comme si c'était mes sites, en leur donnant l'amour que tout ce que je pouvais, quoi, tu vois. Et avant, quand j'étais à Malte, bah, c'était plus petit, donc c'était plus compliqué. Mais ouais, en vrai, je les gérais comme si c'était mes sites, et j'ai toujours fait les choses qui me paraissaient être le mieux pour gérer le truc. Donc même si j'étais pas entrepreneur avant de l'être maintenant, entre guillemets, j'avais quand même un côté où si tu m'avais dit, bah à partir de maintenant c'est ta baraque, mon quotidien aurait pas vraiment changé, tu vois, au final.
Ok, ouais, d'accord, je vois. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans là si tu le voyais devant toi maintenant? Ouais, franchement, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Franchement, enfin, y a pas grand chose que Ah, si, il y a des trucs qui sont intéressants. Si, les trucs qui sont intéressants, c'est le fait que je pense que quand t'es jeune, tu te poses beaucoup de questions. T'es très incertain, t'as peur, tu sais pas trop si t'es dans la bonne voie. Il y a des trucs comme ça, quoi. Euh, je pense que j'essayais de, ouais, il y a deux trucs, je pense, qui sont intéressants. Je pense que j'essayais de faire des choses bien et je me demandais si c'était vraiment important de faire des choses bien, tu vois, d'être positif entre guillemets pour le monde, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et en fait, maintenant, je pense que si je reviens sur tout ça, je dirais à mon mois de 16 ans, ouais, clairement, fais les choses bien, continue. Le bon karma reviendra. En fait, c'est la question que tu te poses quand t'as 16 ans et a posteriori. Je pense que c'est le cas, et même si c'est pas du bon karma genre matériel, etc. En fait, juste t'es heureux d'avoir fait des choses bien, donc c'est cool. Euh, et la deuxième chose, alors c'était sur ça et sur les incertitudes. Je sais plus, je saurais plus te dire, mais Pardon, je te coupe juste pour quand tu dis les choses bien, tu parles comment, dans quel sens, un petit peu pour changer le monde, pour comment dire, pour faire évoluer le monde dans le bon sens, ou plus le côté un peu légal de pas arnaquer les gens, pas partir dans des trucs un peu borderline. euh, euh, en fait, on a tous une vision, je pense, de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Tu vois, on a tous deux Oui, bien côtés, sûr. genre en mode on sait ce qu'on trouve bien et ce qu'on trouve pas bien. Et donc, fais les choses que tu penses qui sont bien et ne fais pas les choses que tu penses qui sont pas bien. Et genre, il y a des fois où tu sais que t'es négatif pour une situation, que t'es en train d'avoir une émotion négative, que t'es en train d'avoir un comportement qui est négatif. Tu vois, genre il y a des fois où tu dis du mal de quelqu'un ou de quelque chose parce que t'es énervé, parce qu'il y a plein de raisons, tu vois. Mais juste c'est pas bien de le faire et en fait, à la fin, c'est négatif pour tout le monde, toi compris, quoi. Et et l'aspect, ouais, en fait, l'aspect légal, le truc avec l'aspect légal, c'est que j'ai toujours eu une notion où je me dis qu'il y a des lois qui sont pas justes, et pour moi, il y a des lois qui sont pas les bonnes. Et donc, la manière que j'ai de voir, moi, j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de respecter la loi, c'est complètement teubé de dire ça, parce que la loi, c'est important et que c'est pour le bien commun, etc. Mais je me suis souvent dit qu'il y avait des choses qu'il fallait pas faire, même si elles étaient légales, et qu'il y avait des choses qui étaient ok à faire, même si des fois elles brisaient la loi, parce que moralement, je trouvais qu'elles étaient acceptables. Et tu voulais peut-être revenir sur la deuxième chose que t'étais en train de chercher. Je sais plus ce que c'était parce que la première c'était de faire le bien. Putain, c'est tellement tu sais global philosophique quand tu dis ça comme ça. Ouais, Et la deuxième c'était quoi? Il y avait ça et c'était sur les. Non, ouais, je crois que c'était juste. non, mais c'est Non, déjà bien si. je crois que c'était. En fait, ouais. Et puis tu sais, il y a plusieurs traits que j'avais que j'aimais bien et que je trouve toujours cool. Genre ce côté, genre fouiller des choses qui servent à rien, tu vois. Ça, c'est un truc que j'avais déjà. Et genre, en fait, des fois, tu tombes sur un truc et tu te dis, putain, j'aime trop ça. Et typiquement, genre ce côté de faire des business plans sur des business qui n'existent pas et qui existeront jamais. Et tu sais qu'ils existeront jamais, mais tu fais les calculs juste pour voir si ça fait sens. Et c'est des trucs que j'aimais trop faire et voir les nombres à la fin, etc. Tu vois. Et en fait, s'atteler à des problèmes auxquels tu n'auras jamais la solution ou que tu mettras jamais en œuvre juste par passion de résoudre des problèmes. Ça, c'est un truc que j'avais un peu et que je chéris, enfin que j'aimerais. Je l'ai encore, mais je me prends plus le temps de l'utiliser parce que j'ai plus le temps. Tu sais, c'est le day to day. Avant, c'est genre t'avais une heure de cours, tu pouvais résoudre un problème qui n'existait pas comme ça. Maintenant, c'est genre faut gagner sa croûte. Alors bon bah tu travailles toute la Ouais, journée et ça. tu passes moins de temps à ça, quoi. Mais ça, par exemple, c'est le genre de trait que j'avais et que j'y repense, j'aimais bien avoir et qui était cool. Et j'aimais beaucoup parler aux gens aussi. Et parler à tout le monde, tu vois, et en mode, ça c'était une de mes forces, je pense que j'ai gardé longtemps après. C'est le fait de parler à tout le monde sans trop avoir d'a priori sur les gens, et j'ai continué de le faire et j'aime bien le faire, et je pense que c'est un trait que j'avais que j'ai encore et qui est cool, quoi, et que si je me revoyais à 16 ans, je me dirais, prends-toi pas la tête avec ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Garde côté, parle à tout le monde et voilà, tu vois, pas d'a priori. Au moins, même si t'as un a priori, au moins discute avec les gens histoire d'eux, parce que c'est cool, parce que ça leur fait plaisir, parce que ça te fait plaisir, voilà, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux revenir sur tout à l'heure dans ta présentation, tu nous disais que tu avais plus un profil au début tech, développeur, et comment tu as fait la transition, quelle étude tu as fait donc après le bac? Bah justement, ça c'est trop intéressant, c'est trop marrant quand je te disais le côté parle aux gens, ça se transmet super bien, et le côté tu vois qui j'étais au lycée, ça se transmet super bien avec ce que j'ai fait après. Dans le sens où je suis parti donc en lycée, trop marrant. Mes parents ils me disent ouais,
qu'est-ce que tu veux faire après ton bac? Et donc souvent les parents ils sont pas super impliqués dans l'orientation ou rapidement tu vois ils donnent des voies. Et moi mes parents ils étaient genre super impliqués, genre vraiment très impliqués. Et du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, genre, j'hésitais entre la chimie et l'informatique. C'était les deux domaines que j'aimais vraiment bien et avec qui ça matchait bien. J'avais vu Breaking Bad en première et j'étais en mode genre la chimie c'est la folie. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité des gens qui étaient, tu vois, qui avaient entre 30, je crois, entre 25 et enfin 35 ans, deux trois personnes. Euh, Quelques-unes qui étaient dans la chimie, quelques-unes qui étaient dans l'informatique, et on avait discuté, et j'avais discuté avec eux, ils m'avaient dit, ouais, tiens, discute avec lui, vois ce qu'il y a en voie professionnelle, etc. Et du coup, j'avais discuté avec donc des potes qu'ils avaient qui travaillaient en chimie, et ils m'ont dit, ouais, bah en chimie, c'est compliqué, il faudra au moins que tu fasses un master, et encore les masters, c'est pas super valorisé, peut-être mieux un doctorat, et après quelques années, tu pourras avoir un taf sympa. Et le mec en info, il m'avait dit, oh, moi j'ai fait un BTS il y a 10 ans, ça des potes tranquilles, en informatique, tu fais un DUT, t'auras du taf dans tous les cas. Du coup, j'étais un peu en mode genre, bon, déjà, merci à mes parents d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de trouver une voie où il y avait de l'emploi. Et secondement, c'est trop cool parce que du coup, je suis parti en informatique où je savais qu'il y avait de l'emploi. Et donc, quand je suis parti en informatique, j'avais ce côté. Donc, je fais de l'informatique déjà en terminale parce que j'aime bien ça et j'étais en mode spécialité info. Et ensuite, ouais, DUT informatique. Et en fait, ce qui match trop bien avec les gens, c'est que les gens en DUT informatique, ils sont tous ultra timides, ultra introverts. Ils ont pas envie de te parler. Et c'est tous des devs, quoi. En fait, tu vois, ils sont tous en mode bloqué dans leur coin et Ouais. tout. Et donc, moi, j'arrive et j'avais cet état d'esprit de vouloir parler à tout le monde. Sans a priori. Et en fait, en informatique, tu avais un peu ce double niveau de genre 80% des gens, c'est les gens qui osent pas parler aux autres, tu vois, qui sont genre les geeks, et les 20% de gens qui sont ici parce qu'ils aiment bien l'informatique, mais c'est pas des geeks. Donc t'as souvent ce truc de ces 20%, bah en fait au final ils parlent pas tant avec les 80% parce qu'ils sont un peu en mode genre les gens stylés du lycée qui reviennent vs le reste des gens qui sont dans leur délire, etc. quoi. Et donc j'avais le bénéfice de pouvoir parler et de faire partie des 20% des gens qui étaient extravertes, qui chattaient avec tout le monde, qui étaient dynamiques, et le fait de vouloir parler avec tous les geeks et de leur poser leurs questions. Putain, c'est toi, c'est quoi ce que tu kiffes, c'est quoi tes jeux vidéo préférés, c'est quoi tes langages de dev préférés, etc. Et donc d'avoir de bien m'entendre avec tout le monde, et ça matchait trop bien. Et en fait ça m'a donné une confiance de ouf, et ça m'a fait voir que d'un point de vue communication, management, etc., ça marcherait, tu vois. Je sentais que ça fonctionnerait quand je prendrais des rôles de job dans ce truc là, et aussi honnêtement de pouvoir passer mes études un peu plus facilement parce qu'en fait j'avais des bonnes relations avec tous les gars qui étaient bons techniquement, donc ils pouvaient me solver des problèmes que j'aurais pas eu sinon, quoi. Donc ça c'était cool. Ouais, bien sûr. Et ensuite ouais, voilà, je finis mon DUT, honnêtement, je le finis avec une salle moyenne, hein, je finis avec 11, un truc comme ça, un truc pas terrible, et je pars en licence pro, ouais, marketing numérique, qui est beaucoup plus large. J'arrive et je suis le seul techos en marketing numérique, et j'étais déjà un mauvais techos, c'est dire. Et donc j'arrive là-dedans et les gens sont tous vraiment nuls techniquement, et moi je suis vraiment nul en marketing, mais je suis pas sûr qu'ils étaient très bons non plus en marketing, donc je rattrape le retard, le pseudo retard que j'avais. Et en fait, quand je finis mon bac plus 3, j'étais solide techniquement, on va dire moyen techniquement, mais en vrai solide comparé à la moitié des gens, enfin à la moyenne des gens. Et en marketing, j'avais rattrapé mon retard et je comprenais très bien les tenants et les aboutissants, quoi. Ok. Et c'est à ce moment-là que du coup que tu as fait un stage chez Cdiscount ou c'était après? Eh ben en fait, je commence le monde professionnel avec 2 ans d'alternance chez AT Internet, qui est une boîte qui fait de l'analyse de données. En gros, c'est Google Analytics D'accord. mais en mode français, avec des pas mal de certifs, des modules qui sont différents, etc. Bref, c'est pas Google Analytics que si je leur dis, s'ils entendent ça, je sais qu'il y en a qui vont regarder, ils vont me taper sur les doigts. Mais en gros, ça faisait de l'analyse à la Google Analytics en mode français, en plus solide, en payant, etc. Donc j'étais au support client de cette boîte qui avait une solution technique en fait. Du coup, c'est pour ça que ça fitait bien avec mon profil sur du support client. Et du coup, je fais 1 an là-bas le temps que je fasse ma licence pro, et je commence mon master en école de commerce. J'allais jamais payer une école de commerce, mais du coup, comme j'étais en alternance, la boîte payait l'école, et donc elle paye l'école, et pendant ce temps-là, moi, je suis en alternance chez Internet. Donc, je fais ma première année d'alternance de master là-bas et ma deuxième année d'alternance de master. Donc, ma dernière année d'études, cette fois, je la passe chez Cdiscount. J'avais un prof, en gros, qui était head of SEO chez Cdiscount. Et du coup, j'étais passionné de SEO. Je faisais du freelance de SEO depuis 1 an. Et puis, le jour où je cherche une alternance, du coup, je lui envoie un mail. Il me dit, bah, écoute, vas-y, on passe ton truc en interne, on voit ce qui se passe. Et ça l'a fait. Et ça a été une très, très bonne année. J'ai appris énormément de choses en SEO, en e-com, en plein de choses. C'était ultra intéressant, honnêtement, comme année.
Et ce qui m'intrigue, c'est de savoir du coup quand est-ce que tu as découvert le SEO? C'était avec ton école ou c'était plus comme ça avec tes propres recherches? J'ai eu, alors c'est assez marrant, j'ai eu un premier contact avec le SEO dont je ne me souviens pas vraiment. En gros, en DUT, parce qu'en fait, je me souviens que quand je cherchais mes bac plus 3, j'avais la licence SEO qui est à Mulhouse, qui était à Mulhouse avant qu'elle ferme. Ok. Et donc, en gros, j'avais l'option d'aller dans cette licence et je commençais à m'enseigner. J'avais envie de faire du SEO, mais je savais pas trop ce que c'était apparemment. Et je me souviens pas trop de comment est-ce que j'avais connaissance de ce domaine. Mais bref, est-il que je suis pas pris à Mulhouse parce que j'ai pas d'alternance là-bas, ni de stage, etc. Donc en gros, c'est pas ok. Et du coup, je passe à Bordeaux pour faire ma licence. Et donc c'est là-bas que je découvre le SEO. Et mon cours de SEO, en gros, c'est un concours. Donc on a un premier cours de 4 heures qui nous explique les bases. Et il nous dit en gros, je vous donne tous un WordPress et un PrestaShop à l'époque. Coup dur. Et c'est et une liste de mots-clés. Donc c'était un mot-clé inventé à l'époque, c'était coalifé, pour faire genre que c'était du café. Et du coup, on avait des listes de mots-clés, coalifé noir 500 grammes, coalifé noir 1 kilo, etc., etc. Et donc, on était 4-5 groupes dans la classe et on devait se battre sur ces mots-clés. Et ceux qui étaient le premier, qui avaient le plus de mots-clés en top position, en position 1, 2, 3, un truc comme ça, avaient la meilleure note, etc. Et donc là, on se retrouve sur un groupe de 5 que je lead en SEO et donc on se défonce comme des oufs. Moi je deviens complètement fou sur le SEO, donc tu sais en fait je passais mes journées à regarder des vidéos YouTube, à regarder des théories, à regarder des concepts, etc. Du coup je voulais faire du content spinning, des conneries comme ça, alors que bon tu vois, c'était pas du tout adapté à la situation, mais c'était marrant parce que je découvrais des concepts. Et je rencontre Alan Cladix, qui est un black hat Ouais. très très fort en fait, par hasard de ouf, parce qu'il y a un gars de mon groupe qui est à Bayonne, et Alan Cadix donne une mini conférence à la CCI de Bayonne, et donc le gars le voit, il parle de SEO, le gars est en mode putain, Alan Cadix trop intéressant, je lui ai parlé de notre truc, il aime bien les concours SEO, il va nous faire des liens, vas-y, il faut trop que tu le rencontres. Et moi qui est très extraverte et qui dit ok à tout le monde, et vas-y, j'ai envie de parler à tout le monde, je dis bon ok, vas-y, on se voit, tu me ramènes à Bayonne, un de ces quatre depuis Bordeaux, et puis on se fait un déj avec lui, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce gars-là, il m'a genre explosé le cerveau. En 4 heures, j'ai pris la quantité d'informations la plus élevée de ma vie, je pense. Hein. J'étais en mode, tu sais, je répondais plus, j'avais les yeux grands ouverts, je l'écoutais, et j'enregistrais tout ce qu'il me disait. C'était ouf comme meeting. Euh, et donc, et il nous fait du lien. Je pense qu'au final, c'est juste les liens qui nous a fait, qui font qu'on a gagné le concours, parce que personne savait faire du lien. Et nous, on en avait genre 15 ou 20 gratos. Et donc, on gagne le concours, et on fait une présentation magistrale où on réexplique tout ce qu'on avait enseigné, tout ce qu'on avait compris, etc. Et enfin, je suis tombé amoureux du SEO pendant ce concours. Je commence à faire du freelance l'année d'après. J'étudie le SEO à mort, et ensuite SEO c'est discount, et après ça s'arrête plus, quoi. Ok, ok. Ouais, énorme l'histoire. Est-ce que même Cladic, je regarde un petit peu, et c'est vrai qu'en plus, il a une certaine prestance, je pense, qui est encore plus présente en vrai. Mec, et puis en plus, tu sais, on se retrouve enfin, il y a des fois, je me dis, c'est complètement ouf que Cladix, il ait pris ce truc, parce que tu sais, on est à 3 un matin, on se retrouve à Bayonne à 10h du mat dans ses bureaux. Il me fait un tour de ses bureaux, il m'explique des trucs, et tu sais, j'étais là, genre, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Genre, je comprenais tu sais, deux trucs sur trois, et il me faisait voir, genre, tous ces serveurs, ouais, on a genre 50 000 noms de domaine, on est le plus gros PBN d'Europe, et genre, moi, la moitié des mots, je les ai vus 3 fois dans ma vie, tu vois. Et il dit, allez, viens, on va au resto, on continue de discuter, tac, 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 et il m'explique des théories sur lesquelles il est en train de travailler, et je suis en mode, ah ouais, le gars est vraiment dans un autre monde. Mais je vois pas à l'époque à quel point le monde est tellement loin, tu vois. Encore maintenant, si j'avais encore cette discussion avec lui, je serais en mode, putain, c'est ouf, quoi. C'était game changer, quoi. Et je pense que souvent, en vrai, il y a beaucoup de SEO qui se retrouvent avec quelques discussions qui t'explosent le cerveau. Et à partir du moment que ça, c'est arrivé, genre, il y a pas de retour en arrière, quoi. Excellent, excellent, excellent. Et du coup, après, t'es parti travailler, t'as été pris chez Green Tomato, si je me trompe pas, c'est ça? D'abord, je fais Cdiscount et ensuite, je pars chez Blue Window, à Malte. Ok, bon, Ouais. C'est d'accord. que des couleurs, tu sais. 3 ans à Malte. C'est ça. C'est ça, je fais 3 3 ans à ans. Malte. Ouais, 3 ans, c'est long, hein. 3 ans, c'est long, surtout sur un petit rocher qui fait 15 km par 20, quoi. Tu vois, c'est tout petit, hein. Ça fait la taille, je crois que l'île d'Oléron, c'est plus grand que Malte, quoi, pour te donner une échelle. Et, Ah ouais, putain, je suis pas très loin de l'île d'Oléron en plus, donc ça, je vois très bien. bah ouais, franchement, ouais, c'est vraiment petit, quoi, Malte.
Et du coup, je passe 3 ans à Malte, quoi. Et je fais beaucoup la fête. Je fais beaucoup la fête parce que Malte, c'est une terre pour faire la fête. Et si tu fais la fête, en vrai, 3 ans, ça passe quand même tranquille. Surtout qu'il y a le Covid au milieu. Donc, tu vois, je te dis, il y a 3 ans, mais il y a pas vraiment, vraiment 3 ans. Il y a genre 3 ans avec le Covid. Donc, c'est une année gratos, on va dire. Et on était un peu plus chill à Malte sur le Covid que la France ne l'était. Donc, c'était plus tranquille. Et En là-bas, plus, c'est le moment où il y a pas mal d'entrepreneurs, un petit peu tous ceux qui sont e-commerçants. Il y avait c'est l'époque un peu Romain Dropship Reborn et bah tout, en ouais, plus de ça. exactement, ouais, 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 ouais. Que j'ai pas rencontré au final, Romain Dropshipping Reborn. J'avais discuté un petit peu avec lui avant de partir à Malte, ou juste quand j'arrivais, je sais plus exactement. Mais au final, peu de discussion avec lui. Mais qui arrive juste après moi, il y a Romain Pirotte, Edwin et Joanie. Le trio de choc, quoi, qui arrive en gros 6 mois après moi à peu près dans ces eaux-là. Et du coup, en fait, on s'est pas vu tant que ça, mais on s'est vu genre une dizaine de fois en boîte en mode random ou en soirée, tu vois. Et ils étaient genre, ils se foutaient de notre gueule et on se foutait de la leur. On se chamaillait parce que souvent on était en affi sur les mêmes affis ou des trucs comme ça. Donc c'était marrant. Et il était là genre en mode, allez, on vous a tapé une position cette semaine, on vous paye une bière, c'est ok, tu vois. Donc c'était marrant, quoi. Ouais, bon. Là où moi après j'étais employé, donc au final eux ils parlaient de grosses sommes et de grosses situations. Moi j'étais là, je touchais mes 2 000 € par mois, 2 500, allez. Et ça me suffisait déjà amplement pour vivre à Malte et c'était très cool, quoi. Donc ouais, franchement c'était cool et c'était marrant, Malte. Et c'est là où j'ai beaucoup progressé sur beaucoup de choses en SEO quand j'étais à Malte parce que je me suis retrouvé à le faire à temps plein et à avoir les moyens et à être à la tête. Enfin, tu vois, je pouvais faire mes choix, quoi. C'est simplement là où chez Cdiscount, j'étais vraiment une petite main et j'observais un géant de l'intérieur. Et même s'ils me proposaient un taf à la fin de mon alternance, je leur ai dit non parce que ça m'excitait pas, quoi, tu vois. J'avais envie de partir à l'étranger, j'avais envie de bouger. Et la proposition en face, c'était Romain Mikula, qui était un SEO que j'avais adoré, que je suivais de ouf, qui me proposait de faire de l'affiche sur des thématiques ultra concurrentielles dans un pays à l'étranger. Enfin, tu vois, c'était golden comme opportunité. Et en vrai, à l'heure qu'il est, je réalise, c'est ouf que j'ai eu cette opportunité à ce moment-là. Ça a trop bien matché. Et un truc qui est marrant avec Malte, c'est que le premier jour où j'arrive, donc je suis censé assister un gars qui était sur les marchés anglophones. Donc je devais gérer un site, co-gérer avec lui, tu vois, l'assister sur un site qui targetait les US. Et donc le gars est en vacances la première semaine où j'arrive, et le vendredi, quand il revient de vacances, on fait un petit meeting, il dit ouais, ok, bah intéressant, bah on se voit lundi. Et le lundi matin, il arrive, donc ça fait une semaine que je suis là, et il pose sa DEM. Et démission sans préavis, et donc il part immédiatement, tu vois. Il part il arrive, il pose son papier, et il dit ouais bon c'est bon, je reviendrai pas. Et bon bah déjà tout le monde est choqué parce que le gars il est dans la boîte depuis 6 7 ans. Moi je le connais pas, donc bon je suis pas plus choqué que ça. Je suis juste choqué parce que je devais gérer un site avec un gars, genre il devait Ouais, m'apprendre et je suis là genre tout seul, quoi, tu vois. Et ouais, je me souviens de Romain ok. Micula qui me dit ouais bon bah t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas gérer le site, je vais te mentorer, etc. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'à l'époque, dans mon excès habituel de confiance en moi, je me dis bon, franchement, ça va le faire, quoi, tu vois. Genre ça me choque pas plus que ça. Je me dis vas-y, ça va passer tranquille, quoi. Et au Ouais, un peu final, insouciant. Ouais, un peu insouciant. Ouais, je disais que dans le moment, t'étais un petit peu insouciant. ouais. Et après, du coup, comment dire, après ces 3 ans à Malte, du coup, t'es parti en Thaïlande, c'est ça, avec Green Tomato, pour travailler avec eux? Déjà à Malte, la situation avance. Tu sais, je fais un an sur mes marchés. Je change de marché après, je commence à gérer du monde, donc on me file un premier stagiaire après 6 8 mois. Ensuite, je commence à avoir j'avais quelqu'un en full time. Ouais, c'est Tim. Ouais, j'avais un gars en full time après dans mon équipe. Ensuite, le gars en full time il est parti. Du coup, j'en ai eu deux autres qui sont arrivés pour les gérer, etc. Donc c'était progressivement j'ai appris à manager. Et en fait, je voulais partir de Malte depuis. Je pensais à partir de Malte depuis quelques temps. Euh, mais j'étais pas, genre il me fallait une opportunité et je savais que les bonnes opportunités elles étaient à Malte. Et donc ce que je fais c'est que j'étais en train d'essayer de négocier mon salaire, donc ça c'est mon défaut principal, d'essayer de renégocier ma paye trop régulièrement. Et donc j'étais en train d'essayer de renégocier mon salaire, et du coup je renégocie mon salaire et genre une semaine après je reçois un mail, non, un message LinkedIn de Simon, du coup le head de Green Tomato, qui me dit ouais, vas-y, je suis chaud. Genre, il me dit viens, on s'appelle, quoi, tu vois. Je dis ok, bah vas-y, pourquoi pas. Et tu sais, au téléphone, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Je veux bien que tu m'expliques ce que tu fais
chez Blue Window, etc. Et en fait, on a une position potentiellement pour toi en interne, un gros poste et tout. Donc j'ai dit ok, bah écoute, je discute un peu, je lui explique ce que je fais. Il me dit écoute, t'as un bon profil, ça fit bien. Vas-y, je te fais une proposition, on peut te prendre, etc. Mais je venais de renégocier mon salaire il y a genre une semaine et en fait j'avais dit à mon chef. Euh, genre ouais ok vas-y je demande un petit peu plus mais je te garantis que je reste au moins tu sais 4-5 mois tu vois c'est sûr je reste 6 mois t'inquiète je serai bien avec ce salaire et tout tu vois et du coup mon chef il me dit ok il accepte ça et en fait je venais de faire ça et du coup je pouvais pas faire un backslash plus la Thaïlande elle venait de mettre en place des règles Covid qui étaient assez horribles donc en gros j'allais arriver en Thaïlande j'ai toujours eu besoin de parler avec beaucoup de gens tu vois c'est un peu le motto de cette présente de ce speech et donc j'avais besoin de parler avec beaucoup de gens et j'avais peur d'arriver en Thaïlande, d'être enfermé, de pas pouvoir voir du monde et de pas pouvoir tisser de liens. Et en fait, j'allais cramer la seule chance que j'avais entre guillemets d'arriver en Thaïlande et de faire ça bien. Euh, Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que c'était juste avant l'été. Et l'été à Malte, c'est vraiment la meilleure période. Et du coup, j'étais là genre en mode, on a un bête d'été qui se prépare. Je vais partir me mettre dans un pays où je suis pas sûr que je vais pouvoir voir du monde, faire des fréquentations et trahir ce que j'ai dit à mon chef avant, tu vois. Donc ça va pas le faire. Et du coup, je dis à Simon de Green Tomato, ouais bah désolé, c'est pas le bon timing, mais je te recontacte dans quelques semaines, quelques mois, quand ça sera le bon timing. Et bref, ça, quand j'y repense maintenant en tant que recruteur, tu me dis ça, je me dis jamais je suis recontacté. C'est mort, tu vois. Oui, bah, Il m'a mis une carotte et tout, c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qui se passe quelques mois après, l'été passe. J'avais une copine à l'époque et donc cette copine m'annonce qu'elle va partir de Malte et du coup, elle me fait comprendre par extension que ça veut dire qu'on se sépare. Je lui dis ok, pas de problème, tu vois, je comprends. Mais ça me fait chier parce que c'était mon, tu sais, je comptais passer l'hiver avec elle, être à la cool et tout quoi. Et donc au final, ouais, c'était ton socle un peu là dans tes projets. c'est ça, j'étais en mode genre, je venais de perdre un très très bon pote à Malte qui était parti de Malte et du coup je m'étais dit bon bah ça va, tu vois, j'ai ma meuf, il y a une chanson de Luigi, un rappeur qui dit je te veux pour passer l'hiver, tu vois. Et donc dans son refrain il dit toujours je te veux pour passer l'hiver ou je serais bien avec toi pour passer l'hiver. Et je me disais ça à chaque fois que je pensais à ma meuf, genre putain c'est cool, je serais bien avec elle pour passer l'hiver. Et elle me dit ouais je pars 1er décembre. Et là je me dis oh non. Oh putain. Euh, et du coup, ce que je fais, c'est que on discute un peu. Elle me dit, ouais, tu comptes faire quoi et tout. Et je me dis, bah, j'ai peut-être un plan, tu vois. Genre, j'avais peut-être ce plan, ce mail du gars en Thaïlande qui était prêt. Et elle me dit, franchement, la Thaïlande, c'est cool, tu vas kiffer, vas-y, quoi. Et donc, je renvoie un mail à Simon. Je lui dis, ouais, bah, vas-y, je suis chaud. Je t'avais dit que je serais prêt dans quelques mois, tu sais. Ça fait 4 mois, bah, en fait, je suis prêt maintenant. Et il me dit, ok, bah, vas-y, j'envoie. Tu fais un entretien rapide avec un gars qui va être ton chef et puis ça cool et j'ai fait un entretien rapide qui était vraiment un entretien formel enfin de formalité parce que je me souviens l'entretien commence en disant le gars me dit bah Simon il est ok pour te prendre donc tu vas être pris juste vas-y on discute histoire de faire connaissance en gros et du coup c'est ce qui s'est passé j'ai été pris et donc le temps que je pose madame etc et que l'hiver commence à se faire bah j'étais en Thaïlande mi-février un truc comme ça. Ok, attends, énorme en tout cas, énorme anecdote. Et tu gères beaucoup de personnes à cette époque, parce que tu as dit que tu avais le côté management et Quand je, tu quand gères je beaucoup de pars de personnes. chez Blue Windows, je gère pas beaucoup de personnes, j'en gère deux. Je suis passé, ouais, j'avais un gars dans mon équipe, j'ai eu un stagiaire. Ensuite, j'ai eu un gars à temps plein quand j'ai changé de marché. Et ensuite, le gars est parti pour aller lancer un autre truc et on en a recruté deux autres et donc je formais les deux autres. Donc au moment où je pars, j'ai les deux personnes que je suis en train de former à temps plein. Et je pars chez Green Tomato et quand je pars chez Green Tomato, je pars pour gérer une petite équipe, mais c'est pas non plus une grosse équipe. C'est un, 2, 3, 4, 5 personnes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est plus que ce que j'avais avant, mais c'est pas non plus énorme, tu vois, initialement. Et donc c'était le plan de base. Donc c'est le plan de base et j'arrive et en fait ce qui se passe c'est que le département progressivement, en fait Simon était un SEO monstrueux. Mais il a petit à petit le département parce que la boîte a grossi, parce qu'il y avait d'autres bis, parce qu'il y avait d'autres trucs, il a délaissé du mou et il a envoyé d'autres personnes manager le département. Et en fait, les personnes qui géraient le département ou les têtes de département, etc., étaient moins passionnées que lui et que moi de SEO. Et donc en fait, le département était pas, on va pas dire à l'abandon du SEO, mais un peu en mode, il y avait pas une personne ultra moteur qui disait qu'il avait envie, qui kiffait le SEO à mort, etc. Il y en avait deux trois qui étaient quand même chauds, qui aimaient bien ça. Mais il y avait pas de gens qui étaient ultra passionnés.
Et du coup, assez rapidement, je dis, donc j'avais ma petite équipe de 5 et je dis de 3 personnes, ah ouais, mais vous faites ça comment? Ah, vous avez pensé à faire ça comme ça? Ah, etc. Et du coup, je commence à leur donner, pas des cours, mais tu sais, à leur donner des trucs, des astuces, à leur donner des directions qui pourraient être intéressantes. Et en fait, progressivement, ils sont un peu en mode genre, ouais, putain, Léo, il est fort, tu vois, c'est intéressant ce qu'il nous dit, etc. Et du coup, quand ils avaient un meeting, il y avait une personne qui devait être chargée de faire leurs entretiens, etc., leurs entretiens euh, euh, semaine hebdomadaire et trimestrielle. Et progressivement, mon chef à un moment me dit bah écoute, vas-y si tu veux, tu peux prendre le lead là-dessus parce qu'en fait t'es plus pertinent que la personne qui est actuelle, qui est là, qu'on avait mis là par remplacement, etc. Donc comme t'es pertinent, vas-y, tu peux y aller quoi. Et donc je récupère le lead là-dessus. Et là d'un coup mon équipe grossit beaucoup parce que je me retrouve, je passe de 5 à genre peut-être 10, 12, un truc comme ça quoi, tu vois. En gros, à la base j'avais juste la partie faire du lien et guideline au niveau du contenu. Et en gros, après un mois et demi, 2 mois, où en fait les gens se disent ah putain Léo c'est cool, j'aime bien comment il travaille, je prends le lead sur tout le département, tout le côté website, hein, tous les sites internet qui étaient gérés par Green Tomato. Ok. Et c'est quelque chose que tu as appris à manager ou c'était aussi déjà inné chez toi? Je pense pas que ça soit vraiment inné chez qui que ce soit, même s'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres et que de par le fait que je sois extraverte, que j'ai envie de parler avec tout le monde, j'ai des facilités là-dessus. J'ai aussi des grosses faiblesses sur certains trucs, genre en termes d'organisation, je suis une bille, c'est horrible, et les gens que je manageais en souffraient quotidiennement. Il y a plein de choses desquelles ils souffraient pas, mais ça c'est assez sûr quoi, c'était chaotique. Il y a des fois où ça c'est un peu ouais. En fait, c'est souvent tu manages les gens comme tu espérerais qu'on te manage ou comme tu t'aimerais, comme tu vois les gens, etc. Donc c'est un Oui, peu c'est pas terrible, tu vois. Mais en gros, par exemple, il y a des trucs que je faisais volontairement parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse, mais qui foutaient juste le bordel au final dans la réalité. Tu sais, genre j'envoyais un projet, je laissais planer un doute sans dire à qui devait le faire, et du coup après, c'était genre en mode ah ouais, on n'a pas plus de responsabilités. Et je disais ouais, mais je vous ai balancé plein de projets random sans savoir qui devait les faire et vous avez pas sauté dessus, tu vois. Donc vous cherchez pas vraiment à avoir plus de responsabilités. C'était juste une mauvaise manière de le faire au final. Donc j'avais des faiblesses là-dessus. Et ensuite j'ai eu des très 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 bons enseignements de la part de pas mal de gens et notamment de Simon. Je trouve que Simon Legouche c'était vraiment la personne qui m'a le plus enseigné en termes de management. Romain, mon chef, était aussi un bon enseignant, mais souvent il portait la parole de Simon, qui était pas mal, qui lui avait lui-même enseigné. Donc voilà, Simon, je trouve que ça a été la meilleure personne pour m'apprendre des choses en termes de management. Je réfléchis s'il y a d'autres personnes qui m'ont appris des bonnes choses. Mais ouais, après chez Blue Window, je manageais, mais c'était plus familial, plus restreint. C'est difficile de parler de management quand tu manages juste un pote ou juste une personne qui est oui, quand junior et t'as qui est juste en deux phase personnes. d'apprentissage, tu vois, c'était différent. Et je pense que Romain Mikula, qui était mon manager chez Blue Window, il avait pas été formé très en profondeur sur le management. C'était pas forcément une de ses dominantes. Il était très visionnaire sur le SEO, mais pas forcément énormément sur le management. Donc c'était moins sa force et du coup ça c'est moins transmis. Là où Simon, il était bon SEO, mais il est plus visionnaire sur le business, l'entrepreneuriat et le management par exemple. Ok, ok. Ouais, pour résumer, tu avais des facilités de communication. Alors comment dire, le management, c'est peut-être pas inné, mais tu avais quand même des facilités pour parler aux gens et Ça faire aide comprendre, quoi. énormément, ouais. Clairement, ça m'a aidé de ouf. Et après, j'ai lu des trucs, tu vois, j'ai lu des docs, j'ai bouffé des reportages. Enfin bref, classique, hein. Tu sais, comme quand tu te formes à tout, hein. C'est genre, tu lis des Ouais, livres et tu normal. regardes des vidéos et tu vois des formations et puis voilà, quand on a fait comme tout le monde. Ok, ok. Et après, tu m'as dit que vous étiez une vingtaine. Vous avez continué à croître encore et encore. Je pense qu'on a peut-être pas doublé quand j'étais là, mais fois 1,5, on est passé de 12 à 18, un truc comme ça. Entre le début et la fin, plus ou moins, je dirais. Ça a tendance à continuer à grossir, mais ça grossit genre chill, quoi. Tu vois, c'est pas une croissance explosive en mode Ok, ok. on est passé de 20 à 80 parce que ça c'est une autre manière de manager, c'est une autre manière de setup des process, c'est plus compliqué et différent. Je dis pas que j'aurais pas pu le faire, mais c'est pas ce que j'ai fait en tout cas. Et ouais, je crois qu'on était 18 au moment où je suis parti, sans compter les freelances. C'était genre 18 en Ok, full time ok. dans l'équipe et après ouais peut-être je sais pas 10, 15 freelances. Ah, on va dire allez 5, 6 freelances full time en plus quoi, mais qui sont gérés différemment parce que c'est du freelance. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois parti, si c'est pas indiscret?
Ouais, c'est pas pour indiscret, de toute façon, je le finir. dis à tout le monde, c'était parce que je voulais gagner plus d'argent. J'étais trop Ouais, gourmand, bah, encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais. Quand je te disais, c'est la chose qui me perdra. J'ai eu, en fait, oui et assez non après. simplement. Ouais, oui, non, en vrai, ça crée ça change les choses, on va dire, c'est intéressant. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, je suis quelqu'un qui est gourmand, et donc, régulièrement, je sais que dans mon industrie, dans l'affiliation, dans les jeux d'argent, c'est une industrie où il y a pas mal de boîtes, ça bouge, il y a des opportunités, il y a des gros salaires. Donc assez simplement, une fois de temps en temps, tu réponds aux gens qui te font des sollicitations. Donc souvent tu as des gens qui te pingent, ouais, non, je vois que tu es dans les jeux d'argent, est-ce que tu es intéressé pour un entretien, etc. Ou alors tu vois les annonces passer avec des gros salaires, et une fois de temps en temps tu réponds, tu vas, tu check, tu postules, tu fais un entretien et tu vois ce qui se passe et t'annonces. La clé dans ce genre de truc, c'est d'annoncer un salaire qui est complètement débile comparé à ce que tu as à l'heure qu'il est en termes de montant, pour te dire que si tu bouges, c'est pour vraiment un truc qui est complètement dingue, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et que j'ai dit du coup directement à l'équipe de Green Tomato, voilà, j'étais accepté dans une autre boîte, et ils me prennent à temps, qui était un gros montant, c'était 80K en brut annuel plus un bonus de bâtard. Donc ça me faisait en gros, le but, c'était de me dire, sous 18 mois, sous un an, allez, peut-être pas un an, mais un an et demi, je pouvais faire les 10 000 € par mois en tant qu'employé. Et ça aurait été dingue. Enfin, il y a peu de gens qui peuvent faire ça, je pense. Et ça aurait été une opportunité de ouf. Et bref, j'en parle à mon management chez Green Tomato Media. Et je leur explique ça. Et en gros, il y a ça, plus les budgets que j'allais avoir. Parce que j'étais sur une plus grosse boîte, j'allais avoir des plus gros budgets. Et donc, ce que me dit mon management, ils me disent, bah écoute... je suis désolé, mais là, ça va être compliqué, quoi. Tu demandes, tu sais, je demandais un truc genre x2 en salaire alors que j'étais déjà très bien payé. Je voulais, genre, en plus de ça, j'aurais voulu avoir peut-être x2 en budget overall sous 12 mois, tu vois. Donc, enfin, t'imagines quand tu gères une équipe, si le gars qui est en train avec qui tu travailles, il te demande de le payer 2 fois plus et d'avoir 2 fois plus d'argent à dépenser, ça fait beaucoup d'éléments Ouais, d'un c'est coup. compliqué quoi. Tu te dis ouais voilà, ça marchait très bien, on adorait la relation qu'on avait, mais c'était, enfin tu vois, c'était le moment où j'avais une opportunité qui était un peu trop grosse pour que ça fit avec les ambitions que Green Tomato avait à un instant T. Et du coup donc voilà, donc je pars pour l'argent, hein, c'est simplement je pars, je change d'entreprise et en fait ce qui se passe c'est que ça fonctionne pas avec Finixio dans le sens où euh, il voulait quelqu'un qui fasse les choses très bien, qui fasse les choses bien dans le sens où quelqu'un qui soit focus sur les détails, qui fasse pas d'erreurs, qui laisse pas passer d'erreurs, quitte à avoir une croissance qui soit plus tranquille, tu vois. Euh, Parce que en fait, ils revenaient d'une très mauvaise expérience où ils avaient une croissance explosive sur un site et qui s'était fait pénaliser. Et du coup, ils étaient sur. Là, on attaquait sur un nouveau site, donc je prenais un répertoire sur un site énorme. Et le but, c'était de reproduire ce qu'ils avaient fait dans le passé avec enfin avec le premier site, et de le faire sur un deuxième site, mais de le faire de manière sereine, sans être dangereux et ne pas cette fois se faire pénaliser. Donc aller rechercher les montants qu'ils allaient taper et ne pas se faire pénaliser. Le problème, c'est que je suis pas l'expert pour jouer safe. En fait, je suis pas quelqu'un qui joue safe et je suis pas quelqu'un qui fait attention aux détails. Donc je produis beaucoup, je produis des choses qui sont pas toujours tip top, tu vois. Je vais les améliorer après. En fait, quand tu te rends compte que ça marche pas, tu sais, je les envoie, je vois ce Oui, qui se passe aux yeux de Google. Un mois après, je reviens, j'améliore, etc. Je suis en mode process amélioration continue, plus process de dépoter, d'envoyer du steak. Et donc ça plus le remote fait que et un manager qui manageait beaucoup de gens, donc peu de retours directement, et du coup la situation a fait que en gros le gars il me voyait une fois par semaine, il voyait des dingueries qui se passaient sur le site, genre des images qui sautaient, qui étaient mal cadrées, des textes qui étaient pas full petits, etc., etc. Et il voyait plein de pages arriver. Et à mon avis, il a pris peur et il s'est dit ouais, bah, c'est chaud quoi, tu vois, le gars il va me bousiller. En fait, il s'est dit à mon avis, lui il va me niquer mon site. Et genre le FR c'était genre un centième de ses soucis. Et donc, il était en mode, je vais pas du tout risquer l'entièreté du site pour un petit Frenchie qui est en train de faire le dingo, tu vois. Je pense que c'est ce que c'est dit. Ça serait. J'exagère un peu. Mais ouais, je pense en vrai. Et après, le deuxième truc, c'est ah qu'ils ont oui, viré 2 autres Français aussi la même journée que moi, donc peut-être qu'ils étaient juste en train de dégraisser sur le français. Je saurais pas dire oui, exactement si après c'était l'un ou l'autre, mais en gros, c'est les deux facteurs qui font que ça s'est fini comme ça. J'ai fini que après. ouais, ça allait moins avec ton caractère peut-être, ils attendent, ça allait moins avec toi qui est un peu, comme t'as dit, t'étais un peu plus dans tous les sens, Bah peut-être moins carré ouais. sans que, Bah non mais c'est ok. pour ça que enfin tu vois, c'est pour moi c'est pas une erreur de ma part, je me sens pas mal, je me dis pas putain j'aurais jamais dû faire ça,
Juste, ils m'ont recruté en pensant que j'allais faire les choses bien. Je leur ai sûrement dit que je ferais les choses bien. La vérité, c'est que je peux pas faire les choses bien. Je fais les choses violemment, on va dire. Mais les faire bien, c'est pas ma spécialité. Et donc voilà, au final, c'est pas ce qu'ils voulaient. Bon, bah écoute, ça l'a pas fait, c'est ok, quoi. Et puis même, je veux dire, il y a certaines personnes qui s'entendent avec d'autres et des fois ça correspond pas et puis c'est tout. Ouais, Il y a rien à en tirer, je pense. C'est plus la vie après qui est comme ça. ouais, c'est ok, Et c'est ok. du coup, t'es quand même resté en bon terme avec Green Tomato. Je me Ouais, à demandais suite à mort. ton départ. Bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà je leur ai dit exactement la situation dans laquelle j'étais. Je leur ai dit que je préférais rester avec eux que partir ailleurs, tu vois, à condition qu'ils matchaient un peu les conditions, les offres que j'avais. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti quand même parce que ça le faisait pas, mais on était tous d'accord pour dire que notre collaboration s'était super bien passée et que je partais pas simplement pour partir parce que tu vois je les aimais plus ou parce qu'il y avait une merde, etc. Juste parce que financièrement c'était plus intéressant. Et je leur avais fait part plusieurs fois avant de choses, pas de choses qui me gênaient, mais tu vois, de choses que j'aurais aimé différemment, de petits upgrades que j'aurais aimé dans ma situation, tu vois. Et donc, c'est simplement, je voulais prendre des parts dans le biz, en fait, parce que je le gérais comme mon biz et j'aurais aimé être exposé enfin, tu vois, plus fortement aux variations que j'allais créer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je reste pote avec Green Tomato, avec mon management, mais surtout avec toute mon équipe, parce qu'en fait, on vit tous en Thaïlande, on est 20 Français expatriés, on est tous potes les uns les autres, on vit enfin, tu vois, on vit ensemble, hein, l'équipe Green Tomato, elle vit ensemble. Ma copine, je l'ai rencontrée chez Green Tomato, tu vois, on vit ensemble alors qu'il est. Là, ce soir, je te dis, je suis en train de parler avec toi, dans 2 heures, j'ai rendez-vous avec 2 gars pour faire des parties de Mario Kart à la maison qui sont des gens de chez Green Tomato. Et donc, en fait, tous mes potes sont de Excellent. chez Green Tomato. Donc, tu vois, c'est le, la situation change, mais je suis resté ultra pote autant avec tous les gens de tous les départements, etc., qui étaient mes potes simplement, que avec mon management, avec qui je discute encore régulièrement. Simon, quand il est de passage à Chiang Mai, on fait un resto, etc. Et là, j'ai essayé de leur vendre plein de fois du consulting, tu vois. J'étais en mode, oh, je suis indépendant, les gars, maintenant, vas-y, j'essaie de vendre du consulting et tout. Et à chaque fois, ils me disent, ouais, non, c'est mort, mec. On garde les gens en interne et tout. Peut-être un jour, peut-être on te rappellera. Ils me le disent régulièrement. Un jour, quand on aura un problème où on sait que c'est toi la solution, on t'appellera. Mais voilà quoi. Du coup, ça se passe bien, trop bonne relation. Ouais. Et ce qui m'intrigue, du coup, c'est si t'es resté en bonne relation avec eux, comment ça se fait que tu t'es pas dit, bon, j'ai peut-être essayé de retourner pour travailler avec eux. Mais mec, tu poses vraiment une très bonne question ici parce que il y a une anecdote qui est cool là-dessus. En gros, quand je me fais virer, je voulais pas que Simon, pour qui j'ai énormément d'estime, et j'étais parti de sa boîte pour aller chez Phoenixio, ils l'apprennent en mode à la va-vite, etc. Tu vois. Et du coup, je lui envoie un message et je lui dis, pour info, tu sais, genre le lendemain, quoi, un truc comme ça. Le jour de mon licenciement, c'est quand même un coup dur, quoi, parce que tu Oui, bah sais, je mets normal. beaucoup d'amour dans mon taf et tout, ça me fait un peu chier quand même. Mais le lendemain, j'ai envoyé un message, je dis en fait, pour info, voilà, ça l'a pas fait en période d'essai avec Phoenixio, je suis parti, enfin, tu vois, ça c'est fini, quoi. Et lui, il me répond, est-ce que tu m'envoies un message comme ça parce que tu veux que je te reprenne? Et je lui dis non, en vrai, pas du tout. Moi, je t'envoyais juste le message comme ça, histoire de discuter, tu vois, histoire de te le dire en personne parce que j'ai envie que tu l'apprennes de ma part. Et il me dit, ah, ok, bah, merci de l'info. Si jamais t'as envie de revenir un jour, tu sais, on peut en discuter, etc., quoi, c'est ok. Et c'est aussi pour ça, je pense que je suis parti en Indé, plus facilement. C'est parce que je savais que potentiellement, si jamais ça marche vraiment pas tout seul en Indé, bah, je peux toujours passer voir Simon et essayer de retravailler avec eux chez Green Tomato Media, quoi. Mais en fait, au final, je Ok, suis parti ok. en Indé parce que, tu sais, tu te fais souvent, je me faisais ce plan dans ma tête, enfin, on le fait tous, hein, sur plein de trucs. C'est genre, tu te dis, ah ouais, mais si ça le fait pas, qu'est-ce que je fais? Si ça le fait pas, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc, par exemple, je me disais souvent, ouais, voilà, tu vois, je savais que j'étais en période d'essai. Je suis pas du tout du genre à me dire que je vais me faire tège en période d'essai parce que j'ai trop de confiance en moi et donc je suis un peu en mode, oh, c'est bon, je suis le meilleur, ça va le faire, tu vois. La réalité est que non. Et donc, ce qui se passe, c'est que je m'étais quand même dit plusieurs fois, si jamais je me fais tège en période d'essai, qu'est-ce que je fais, tu vois? C'est quoi mon plan B? Qu'est-ce que je fais, etc. Et au final, verdict, quand c'est arrivé, je me suis dit, bah mec, t'y as réfléchi 50 fois. Là, il y a un moment, faut plus réfléchir, faut acter, tu vois, t'as le plan dans la tête, bah, tu vois, c'est juste une mise à jour au final. Ok, ok. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant du coup comment ça s'est passé et du coup comment t'as fait la transition pour du coup faire du consulting et te mettre à ton compte.
Bah, la chance de ouf que j'avais, c'est que j'avais déjà fait des premiers pas dans cette dynamique, dans le sens où, en gros, quand j'ai pris mon taf chez Finixio, je savais que mon manager... Donc, en fait, il y a toujours eu un truc avec dans ma carrière de SEO, c'est que j'ai toujours kiffé parler sur Twitter, tu vois. Twitter, c'était ma plateforme préférée, j'adorais, j'étais là, je chattais tout le temps sur Twitter. Et il y a plusieurs fois où je me suis fait un peu taper sur les doigts par mon management parce que j'allais un peu trop loin, parce que tu vois, je taffe dans leur boîte, si je dis des trucs qui sont un peu border et tout, ça peut être reproché. Si je dis des trucs que je devrais pas dire parce que c'est des techniques internes, ça peut être reproché, etc. Donc bref, je me suis fait taper les doigts quelques fois. Et je savais que j'avais des limites que je voulais pas franchir parce que c'était des limites qui me paraissaient intrinsèquement tu vois, off limit dû au compétition de non-disclosure et non-agreement, un truc comme ça, non-compétition, bref, simplement genre des trucs genre prendre des clients en consulting, je savais que je pouvais pas le faire, tu vois, si j'avais un taf de head of SEO chez une boîte d'affi, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et donc, euh, au moment où j'ai changé de boîte, je savais que mon management, il voyait plus ma situation Twitter parce que c'était un Danois, tu vois, un truc comme ça. Et un Danois, il me suit pas sur Twitter. Donc là, je savais que j'avais les mains libres et que je pouvais commencer à faire des trucs un peu plus funky. Et du coup, j'avais commencé à lancer deux, trois trucs qui étaient intéressants. J'avais commencé à dire, ah, tiens, je ferais bien un peu de coaching en one-to-one, s'il y en a qui sont intéressés. J'avais commencé à dire aussi, à vendre de la manip de CTR, un tout petit peu, à la fin de Finixio. Et donc, en fait, au moment où je switch, euh, je passais, tu sais, genre peut-être 6 heures ou 7 heures dans ma journée sur Finixio et peut-être une heure et demie sur des trucs perso à côté que j'avais, tu vois, qui tournaient, où je voulais répondre aux gens, j'avais envie d'essayer un truc, etc. Et donc, je me souviens avoir dit à ma copine, bah je vais commencer, je lui ai dit, bah je vais finir ce que j'ai commencé, et puis je vais me reposer un peu, et puis après on verra. Tu vois, c'est exactement ce que je lui ai dit, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire les échanges que j'avais, juste les continuer, tu vois. Et en fait, les coachings que j'avais, je les ai honorés. J'aurais dit, bah écoute, bah, voilà, tu vois, j'en ai pris un ou deux de plus. La manip de CTR, j'ai continué à l'aligner. Ensuite, j'avais un emploi du temps qui était light, quoi, que je faisais ça. Tu vois, j'avais un site aussi en affi CBD que je me suis dit, bah tiens, je dois retravailler un peu, etc. Et donc, en fait, j'ai juste fait un petit peu ce que je faisais. Et puis, je l'ai fait au ralenti. Donc, tu sais, je travaillais genre 3 heures, 4 heures par jour en mode tranquille à faire ça. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais fini ma journée, en général, que j'avais fini mes 3-4 heures là-dessus, bah j'étais en mode tranquille. Et puis ensuite, parce qu'on était dans les îles à ce moment-là, j'étais dans les îles de la Thaïlande avec ma meuf, donc c'est un environnement parfait pour se faire virer, entre guillemets, quoi. Le meilleur endroit pour déclarer Ah, son j'avoue. chômage. Et donc, donc je profite un peu de l'endroit, je fais de l'escalade, je fais de la plongée, je kiffe un peu, tu vois. Et après, il y a des périodes aussi où genre, enfin, juste tout le monde autour de moi travaillait 7 heures par jour. Donc bon, bah, je vais travailler au moins 5-6 heures par jour, tu vois. J'ai juste rien d'autre à faire le reste du temps. Et du coup, je continue de taffer mes sites et assez vite, en fait, tout se met un peu en marche. J'ai des gens qui me disent ah bah tiens t'es indépendant maintenant bah c'est intéressant j'ai envie de te contacter pour faire du consulting. J'ai des gens qui me disent ah bah tiens la manip CTR c'est intéressant on va là-dedans. Et je me dis putain, manager, ça me manque. Comment est-ce que je pourrais faire pour manager? Bah, je recrute un stagiaire et du coup, je commence à le faire travailler sur mon site. Je prends 1 heure par jour, juste histoire de garder la main dans le management, etc. Et donc, en fait, j'ai juste fait un peu les trucs que j'avais à faire, les projets que j'avais en cours, et je les ai juste continués. Et en fait, ça fait un vrai taf, quoi, finalement. Même si c'est pas du tout optimal comme manière d'organiser son temps, etc. Mais ça fonctionne, on va dire. Ok, ouais, c'est top. Et j'ai vu du coup sur Twitter, t'étais pas mal présent. Je l'ai vu. C'est quelque chose que t'as travaillé volontairement ou tu l'as plus fait comme ça par passion ou c'était vraiment ton personal branding que tu travaillais quand même, que t'avais un peu anticipé, tu vois. Moi, le moment où j'ai commencé Twitter, il y avait personne qui parlait de personal branding, quoi. C'était, mis à part Laurent Bourrelli, ce chef, le head of branding. Mais non, non, c'était pas du tout pour le personal branding. Et encore maintenant, je le, j'utilise pas Twitter maintenant pour mon personal branding. C'est pas genre, je me dis pas volontairement, faut que je tweete pour avoir de la notoriété ou un truc comme ça, tu vois. Je le fais sur LinkedIn, mais post LinkedIn, c'est que du GPT tout moisi parce que j'aime pas le réseau, je sais pas l'utiliser. Mais je l'exploite parce que vas-y, il y a un peu de ressources à aller chercher là-dessus, donc j'en profite. Mais en gros, Twitter à la base, c'est vraiment pour le kiff, pour faire ma veille. Et en fait, j'étais super passionné de SEO et c'est un endroit où tu peux lire des trucs nouveaux sur le SEO tout le temps. Donc en gros, j'étais en mode putain, c'est ouf, il y a des gens qui parlent de SEO, il y a des gens qui font des trucs de ouf sur Twitter, il y a des gens qui parlent de spam, il y a des gens qui parlent de X, de Y et donc je regardais en fait, je le lisais comme un mec qui est juste trop intéressé par ce qu'il est en train de lire et qui lit ça de manière compulsive, tu vois, genre en mode qui a envie d'aller chercher une nouvelle info, tu vois. Et je disais tout à l'heure, j'avais des nouvelles infos et j'avais des nouvelles idées, c'était trop bien, c'était un cercle vertueux. Et je discutais avec les gens, je disais des conneries et les gens ça les faisait triper et tout. Et enfin, c'était juste trop cool, tu vois. Et les gens
que je trouvais trop cool en SEO au début, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il me répondait. Et j'étais en mode, wow, putain, mec, il y a genre Paul Sanchez qui m'a répondu, il y a genre Olivier Andrieux qui a liké un de mes tweets, tu vois, j'étais en mode king top of the world, quoi, tu vois, j'étais trop content de ce qui se passait. Et c'est encore le cas, honnêtement, alors qu'il est encore, quand j'ai une réponse de Paul Sanchez, ou une réponse une discussion avec Laurent Bourrelli sur le branding ou des trucs comme ça, bah, je suis en mode, trop bien la discussion que je viens d'avoir, parce qu'en fait, ces gars-là, ça reste des gars que j'adule encore, entre grands guillemets, qui sont mes mentors, à la base, tu vois, que j'ai observé à mort quand j'apprenais le SEO, quoi. Ouais, en mode vraiment passionné du SEO et ouais, c'est exactement. C'est ça. Et du coup, même question, j'ai vu quand même que t'as ta chaîne YouTube que tu développes bien. Bah, t'en as deux, j'ai vu que t'avais aussi une autre chaîne sur le CBD, Ouais. CBD Crypteur. Ouais. Donc t'as les deux et du coup c'est quelque chose que tu travailles niveau marketing et niveau branding aussi un petit peu plus quand même sur par exemple le CBD sur ta chaîne liée au SEO. Bah le CBD, alors le CBD c'est à mort pour faire de l'argent, hein. Enfin c'est clairement pas du tout enfin tu vois, je te l'ai dit en début d'interview, ça on pourra pas l'enlever, que j'étais passionné de cannabis depuis toujours, donc faire du CBD maintenant, c'est cohérent pour moi. Et ça reste intéressant. Maintenant le but premier de cette chaîne de CBD, c'est quand même de faire de la fièvre et de l'argent avec. Et le but premier de la chaîne sur YouTube, est-ce que c'est de faire de l'argent? Je sais pas comment. Est-ce que je... Après il y a pas que l'argent, il y a aussi le fait ouais d'avoir d'autres contrats et même de te faire un petit peu connaître Par sans un petit peu extension. pour pas la Ouais. gloire. Ouais. Mais oui, il y a quand même un peu l'argent à la fin mais il y C'est a ça. aussi un peu la gloire de se faire reconnaître par ses pairs aussi toi. Je pense que c'est la gloire avant l'argent sur YouTube, honnêtement, en SEO. Maintenant, c'est quand même pas non plus enfin, tu vois, c'est pas la gloire de super loin non plus vs l'argent, dans le sens où je dirais peut-être aller à 60 pour l'honneur, la gloire et l'ego, et 40 pour choper des leads et des contrats, quoi. Mais ça reste un truc que j'étais trop content de faire, d'avoir les mains libres entre guillemets pour pouvoir le faire. Parce que c'est un truc que je kiffe, et en fait je me suis rendu compte dans le faisant que je kiffais encore plus ça que ce que je pensais. Genre c'était vraiment, je suis tombé amoureux d'un concept. J'ai fait 15 ans de théâtre, et donc en fait là recommencer à faire de l'acting, à parler à la caméra et tout comme ça, c'est tout ce que je kiffais faire, et que là je peux faire à plein temps. Tu peux le faire, tu sais, en plus c'était un truc, putain, tu peux le faire tout seul, quoi. Je me souviens les premières fois où je voulais, ma copine elle m'en a reparlé il y a pas longtemps. Elle m'a dit, c'est trop marrant parce que quand t'es arrivé chez Green Tomato, au début, tu m'as dit, ah ouais, j'aimerais trop faire des conférences et tout. Et donc, tu sais, après un an, un truc comme ça chez Green Tomato, j'ai fait une première conf, des premiers speaks sur YouTube, etc. Donc, j'étais invité, ensuite une petite conf et tout. Et c'était trop bien, tu vois, j'étais trop en mode genre, je suis trop heureux, je fais enfin tout ce que j'ai voulu faire, tu vois. Et par exemple, le Black and White SEO, pour moi, c'était un événement genre complètement dingue, parce que c'était la première fois que je speakais devant des centaines de personnes qui étaient des centaines de personnes, dont genre plus de 50%, c'était des gens que je considérais comme des bonnes personnes en SEO, qui étaient fortes, tu vois, à qui ça allait être difficile d'apprendre des choses. Donc c'était trop intéressant de faire un speak devant des dizaines de personnes. Et juste pour revenir là-dessus, c'est que ce qui est fou, c'est que je pouvais pas faire YouTube parce que j'étais bloqué un peu entre guillemets en mode voilà, tu vois, je suis salarié, je veux pas faire de la notoriété sur YouTube. Donc j'attendais qu'on m'invite. Quand on m'invitait, j'en parlais à mon management, je disais, j'ai été invité par un tel, j'ai été invité sur telle conférence, etc. Est-ce que je peux y aller? Je vais présenter ça, je vais faire cadrer ça comme ça, etc. Donc en général, ils m'autorisaient, ils me disaient juste fais gaffe, parle pas de ça, mais sinon ça roule. Et trop merci d'ailleurs encore une fois à mon management de Green Tomato pour m'avoir autorisé à monter en conférence et à faire des speaks, des podcasts et tout. Mais le truc de fou sur YouTube, c'est que t'as besoin de personnes qui t'invitent et qui te disent ouais, vas-y, fais un speak, dis un truc, tu vois. T'as juste besoin d'allumer ta caméra, d'enregistrer un truc intéressant et de le poster sur YouTube. Et les gens, ils sont là genre ah, c'est cool, tu vois. Et genre enfin, tu vois, c'est ce côté Naval, il dit c'est sans permission, enfin c'est permissionless, sans permission. D'ailleurs, je pense très fortement qu'ils s'appellent comme ça pour ça. Mais c'est juste en gros, on fait des médias et on crée du contenu et on a besoin de l'autorisation de personne. Et YouTube, c'est fort pour ça, quoi. Oui, c'est vrai que ouais, t'as bien résumé. Et du coup, dans tout ce qui est branding, personal branding, tu as parlé tout à l'heure de Laurent Bourrelli. Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré, mais vraiment qui t'inspire, ou t'as d'autres personnes que tu voudrais citer en personnel, en fait, je suis pas fan du concept de personal branding. Alors attends, je réfléchis rapidement avant de dire une connerie quand même. En fait, je pense qu'il y a un moment durant ma phase chez Green Tomato, autant il y a mon équipe qui me le dit, donc ça fait plaisir, et je le sens un peu sur Twitter. C'est que je passe un cap et je commence à avoir de l'influence auprès des gens à qui je parle, tu vois.
Sur Twitter, les gens ils me disent, tu sais, ils me demandent mon avis, des trucs comme ça, quoi. Genre, je dis un truc, ils disent, ah ouais, tu penses ça. Genre, ils sont intéressés, tu vois, et ça devient vérité, etc. Et donc là, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, je commence à avoir, tu deviens un influenceur. En fait, on parle de personal branding, mais en vrai, c'est influenceur. Tu deviens, Oui, oui, tu deviens un influenceur c'est SEO, tu qu'un vois. mot après. Ouais, non, c'est des expressions, tu vois. Mais personal branding, ça fait genre, c'est sympa, on a un truc et tout, tu vois. Après, on est juste des influenceurs, quoi, tu vois. Et donc, Oui, oui, c'est vrai après. je fais, ce que je trouve cool quand je commence à le faire, c'est, au début, j'avais des choses qui m'attiraient, des choses que j'aimais vraiment bien faire. Et honnêtement, alors qu'il est, bah, vas-y, je vais le dire quand même parce que c'est cool. Romain Pirotte, ça a été vraiment un gars qui m'a inspiré et c'est le gars qui m'a challengé de ouf dans le sens où, euh, je regardais ce qu'il faisait, ce qu'il produisait en contenu, ce qu'il produisait en style, etc., les trucs desquels il parlait, etc. Et je me disais, ouais, je kiffe ce gars, tu vois. Et ce gars, pour moi, c'était la concurrence, tu vois. Je me disais vraiment, ce gars, c'est la preuve que je suis pas aussi bon que ce que je pensais, tu vois. Genre, tu sais, je peux pas dire que je suis le meilleur du monde parce que il y a un gars qui a un an de moins que moi et qui est en train de tuer le game sur trop d'aspects, etc. Et donc, c'était vraiment la personne qui faisait que tu vois, je kiffais ce qu'il faisait et je trouve que ça a été vraiment une bonne référence pour moi en termes de communication et d'audience et de ce qu'il faisait, de ce qu'il produisait. Et après, des gens que j'ai kiffé. Maintenant, je comprends Laurent Bourrelli. Au début, je le comprenais pas en fait. Quand j'étais jeune SEO, je me disais ouais, il raconte n'importe quoi. Maintenant, je me dis en fait, il a tout compris. Euh, Juste, il l'exprime dans des termes qui fait que tu peux pas le capter quand t'es un enfant. Il faut avoir un peu de recul, je pense, pour comprendre. Et la personne que je kiffe, enfin, le SEO mon mentor entre guillemets en SEO, c'est Paul Sanchez. Moi, c'est le gars que j'admire le plus, qui m'a mis les plus grandes claques en conférence, en discussion, etc. Et j'adore et j'aime aussi énormément ce qu'avait construit. Alors attends, je suis désolé, hop, là, je remets un coup de clim. J'adore aussi ce qu'avait construit Julien Jiménez avec Corleone Biz. Même si ça a très mal fini, je trouve que c'était un. En fait, j'ai réfléchi il y a pas longtemps et je me suis dit c'est le modèle d'entreprise que j'aimerais lancer. Un truc qui se base uniquement sur la passion du SEO. Les boîtes pour moi, SEO Hackers et Corleone Biz, c'était un peu deux boîtes comme ça, où tu savais qu'en interne ils avaient des sites de e-com qui étaient à l'agence, ils avaient des sites d'affi qui étaient à l'agence, ils avaient des sites de news qui étaient à l'agence. Donc ça veut dire que les gars ils ont lancé les trois parce qu'ils voulaient voir comment ça fonctionnait, tu vois, juste par bonheur de titiller le truc, de comprendre comment ça fonctionnait. Ils ont fait de la vente de liens parce qu'ils ont envie de savoir comment ça fonctionne. Ils prennent des clients parce que ça permet de diversifier les trucs et de voir comment ça fonctionne. Et donc ces gars-là, ils ont monté des boîtes que je trouve qui étaient basées vraiment et qui sont basées uniquement sur genre juste le kiff de triquer des trucs et d'essayer le SEO et d'aimer le SEO, tu vois. Et alors qu'il est, si je devais, enfin j'aimerais bien, tu vois, la boîte que j'aimerais monter, ça serait l'équivalent d'un SEO Hackers ou d'un Corleone Biz, sans le rug exit de Corleone Biz, Ouais, c'est vrai que bon, mais ouais, voilà quoi. Tu vois, si je peux avoir un truc idéalement qui est dans le même style que SEO Hackers avec Laura Capol et en mode équipe restreinte, tu vois, ils sont que 10, c'est trop bien. Enfin, il y a trop de facteurs que je trouve trop cool. Pour moi, c'est un peu la boîte de rêve en SEO. t'as un peu répondu à ma prochaine question. J'allais te demander c'est quoi tes objectifs à court terme et à long terme. Donc peut-être à long terme, c'est peut-être ce que tu viens de me Ouais, dire. ouais. Franchement, si je peux, putain, je taguerai Paul sur le 50e minute. Je révèle mon rêve est ta vie. Non, ouais, en vrai, à long terme, une agence à la SEO Hacker, je trouve ça cool. Le problème, c'est que le SEO va mourir avant que j'ai le temps de monter un truc comme ça. Enfin, mourir, façon de parler, mais le Ah mais oui, SEO je sera comprends plus ce que aussi tu veux dire. excitant, tu vois. Je pourrais toujours avoir un e-com que je travaille en SEO, mais le SEO sera plus aussi marrant. Je pourrais toujours avoir un site disco histoire de se donner la main dessus, mais ça sera, enfin, tu vois, il y aura sûrement des trucs qui vont revenir, etc. Mais au vu de la direction actuelle que prennent les choses, euh, il y a moins de chances que ça soit excitant dans 10 ans d'avoir SEO Hackers que ça peut l'être maintenant slash il y a 5 ans, tu vois. Parce que il y a 5 ans, t'avais plus de possibilités, t'avais moins besoin de budget, tu faisais des trucs un peu plus tricky et tout et tout. Là où dans 10 ans, il y a de fortes chances qu'on soit sur un autre mode de truc. Mais par contre, il y a des dynamiques qui sont les mêmes et qu'on va garder. Et genre, je pourrais avoir une agence dans ce style-là, en petite équipe, tu vois, en mode 5-10. Et par exemple, on fasse du YouTube. Parce que YouTube, je trouve que c'est une plateforme de ouf et sous-exploitée et il y a moyen de faire des dingueries, autant en accompagnement que en chaîne en soi, autant avec des produits à vendre que de la pub pure et dure. Il y a trop de possibilités et c'est des modèles qui ressemblent énormément au SEO sans qu'on s'en rende compte. Euh,
Donc ça serait ouf. Plus du SEO évidemment, du web, plus peut-être d'autres leviers, tu vois, d'autres trucs qui sont intéressants. J'aimerais bien réessayer l'affaire du Google Ads, histoire de voir comment ça fonctionne, etc. Peut-être voilà, peut-être d'autres leviers. Je sais pas encore ce qui va m'exciter à l'avenir, ce qui va m'intéresser à l'avenir, mais j'aimerais bien, ouais, à terme dans 5 ans. C'est j'avoue que si dans 5 ans je suis à la tête d'une espèce de petite entreprise agence qui fait un peu d'affi, un peu d'ads, etc. Sur 2-3 canaux différents, plus 2-3 clients un peu premium qui sont cool avec lesquels on aime bien échanger. Ça serait pas mal. Ça serait stylé, tu vois. Ça serait une bonne Ouais, je suis finalité à long d'accord. terme. Et après, Ouais, je suis d'accord avec toi. à court À terme, je court sais pas. terme, Ouais. ouais, tu sais. Tu disais quoi? Vas-y, t'es d'accord avec moi sur le côté Ouais, je sympa. disais sur le côté un petit peu SEO je pense pas qu'il va mourir, mais ça va changer quoi. Les normes vont changer. Ça change. Et Hein. c'est marrant que tu parlais de YouTube. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Je me disais Instagram, mine de rien, ça commence à faire un peu de temps qu'ils sont dans le game et Instagram et YouTube, ils sont un peu comparables parce que Mm. toi, Instagram, c'est un peu comment dire, il l'a depuis longtemps, toi, et Mm. j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Donc, je pense il y a un bon créneau sur ça. 100% Sur en fait. Insta, YouTube, Ouais. tais-toi. Parce que TikTok, il y a moins de retours encore. C'est un peu, c'est plus nouveau, je trouve. Ouais. C'est trop marrant que tu dises TikTok, il y a mon retour. T'es une des rares personnes qui s'est pas lancé direct sur le truc en disant, wow, TikTok dinguerie et tout, tu vois. T'as dit genre TikTok, bah, en vrai, on n'a pas beaucoup de recul. C'est vrai de ouf, TikTok, on n'a pas de recul et les strats que tu m'en Ouais, places c'est ça. maintenant, il y a de fortes chances que dans 1 mois et demi, elle soit périmée, quoi. Donc c'est assez, difficile de se lancer un business maintenant sur une plateforme qui va changer tous les mois. Mais c'est aussi le truc qui est marrant, tu vois, dans le côté genre on fait de la R&D Ouais, H24. Mais j'ai pas envie de passer ma vie à faire de la R&D TikTok, tu vois. Mais si quelqu'un il aime y a bien ça, ça et en putain, trop bien. plus, sur TikTok, je trouve ça convertit quand même beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit et que, ouais, c'est sûr, tu montes vite sur TikTok, mais après, pour faire de l'argent, c'est pas facile, quoi. Ouais, je pense on n'a pas encore trouvé les hacks de conversion TikTok, tu vois. Là où on a déjà des pseudo hacks de conversion sur d'autres trucs. Mais en vrai, on va les trouver. Il y aura un bis de ouf. Et je pense que TikTok, c'est, enfin, le format court en général, format vidéo court avec gros hook, gros catch d'attention, etc. C'est un domaine qui va grossir énormément, qui va prendre énormément de place, qui va être super intéressant. Et si vous êtes alors qu'il est, si vous êtes jeune et que vous avez la dalle et que vous avez que c'est un format que vous aimez bien, putain, mais travaillez ça parce que il y a un gros potentiel, quoi. Il y a un gros potentiel. Ouais, ça. Et maintenant, on va parler plus de, comment dire, du côté un petit peu dev personnel et organisation. Je pense connaître un petit peu la réponse vu ce que tu m'as dit. Est-ce que tu travailles de manière organisée avec une routine, un lieu un peu fixe ou t'es plus un peu dans tous les sens? Bah, franchement, oui et non. Je peux pas avoir une routine fixe étant donné que je passe, tu sais, peut-être pas 6 mois par an hors de chez moi, mais genre quand même beaucoup de temps hors de chez moi. On va dire 3 mois, 4 mois hors de ma maison principale, tu vois. Mais sur les mois où je suis ici, non, en vrai, j'ai un bureau là, je suis dans le bureau chez moi à la maison, genre un espace fixe. Maintenant, je travaille bien là-dessus. C'est cool d'avoir une vraie chaise et un vrai bureau. Avant, je travaillais comme un schlag sur mon canapé. Mais sinon, j'ai un bureau avec des potes, un bureau partagé, un cowork où on passe du temps aussi. Donc ça, c'est cool aussi. Mais ouais, je bouge régulièrement. J'ai pas besoin d'être organisé. Est-ce que j'ai une routine? Non, j'ai pas de routine. Est-ce que je suis organisé dans mon travail? Je suis pas super organisé, mais je suis pas super désorganisé. Je pense que j'essaie de tirer le mieux du, du désorganisé vs l'organisé, dans le sens où si t'es trop organisé, c'est que t'es pas flexible. Si t'es trop flexible, c'est que tu vois, t'arrives pas à prod vraiment. J'essaie de trouver l'entre-deux. Ouais. Moi, je pense que ça dépend de chacun, en fait. Moi, je vais pas te dire, par exemple, faut avoir une routine, c'est important. Je pense que ça dépend vraiment du caractère et de trouver ce qui va le mieux à la Ouais, personne ouais, que ouais. t'es, quoi. Et après, au final, je te dis ça, mais tu sais, je fais du sport, genre, on va dire au moins 5 fois par semaine. Je vais au sauna tous les jours parce que je kiffe ça. Tu vois, j'ai un peu le côté un peu routine quand même, où je sais que je fais mes trucs, j'aime bien ça, etc. Tu vois, donc j'ai un petit peu mes routines, mais pas au niveau où on pense à routine vraiment, quoi. Tu vois. Dans une vie aussi dynamique qu'une vie d'expatrié où ça part dans tous les sens, j'ai des bases de routine, mais tu peux pas avoir des vraies bonnes routines, quoi, malheureusement. Maintenant, petite question plus philosophique. Pourquoi tu as fait tout ça là dans ta vie actuellement? Donc, tu étais au début chez Green Tomato, après tu étais Phoenixio, Blue Window, maintenant à plus à ton compte. Ouais, c'est quoi le but de tout ça? Euh, Tout mon parcours en salarié, c'est pour l'ego et la reconnaissance. Hein. Je pense que majoritairement c'est ça.
Parce que ouais, en fait, c'est ce qui m'a motivé tout le temps, tu vois. C'est en vrai, je dis genre, j'ai été chercher de l'argent ailleurs, mais l'argent, c'était pour la reconnaissance aussi, c'était pour l'ego aussi. Donc ça a été majoritairement ce qui m'a drive jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de mon expérience chez GTM. C'était vraiment la reconnaissance, je pense, et avoir envie d'être le meilleur du monde, tu vois, entre guillemets. Euh, et maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Je suis plus serein avec moi-même, je crois. J'ai plus accepté qui j'étais, que j'étais différent des autres. Enfin, tu sais, on est tous différents des autres, quoi, mais que Oui, j'étais non, je vois une ce que tu personne veux à part dire. entière, que j'avais des forces et des faiblesses, que c'était pas les mêmes, qu'il y a des fois où voilà, j'allais être bon dans ce que j'allais faire, et des fois c'était pas mon domaine, et il fallait juste pas que j'y aille, etc. Et donc maintenant, c'est ce qui me drive plus maintenant, c'est, je dirais plus le bonheur en général. C'est un peu le bonheur. Je crois que c'est le truc qui me drive et le plaisir que je passe à faire les choses. Ouais, ouais. Genre en mode si je suis en train de kiffer un truc, je peux le faire à mort. Et genre je suis beaucoup plus ok maintenant pour me dire genre avec mon activité d'entrepreneur. Je peux dire non à des tâches qui me rapportent beaucoup parce que je préfère faire d'autres tâches plus fun qui me rapportent moins. Donc avant je disais j'aurais dit la reconnaissance et l'ego, et maintenant je dirais plus le kiff, quoi. Ouais, le kiff, le bonheur, le plaisir. Ok. C'est un peu les trucs qui me Ouais, drive. je pense que c'est la base que tout le monde devrait, sur lequel tout le monde devrait se baser, mais ouais, Ouais, moi, je ouais, suis mais d'accord avec toi c'est en pas tout cas. facile, hein. C'est pas facile parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois faire des trucs que t'aimes bien. Les trucs que t'aimes bien, c'est vraiment les trucs qui te payent assez, tu vois, etc. Déjà, genre être indépendant ou enfin déjà trouver un taf et avoir un taf que t'aimes bien globalement et qui te permet de vivre, c'est déjà pas simple. Tu sais, je pense à la plupart des gens. Je parle avec plein de gens et tous les jours et ils sont là en mode genre quand je recrutais chez Rindomoto, c'était genre tu sais, il y avait plein de gens qui voulaient être recrutés et tout, et j'étais en mode putain, les pauvres, quoi, ça a l'air d'être relou de chercher un taf, et je sais que c'est compliqué, et tu vois, et c'est galère. Et donc là, je suis vraiment dans un luxe absolu parce que je gagne plutôt bien ma vie et que je suis en mode, je kiffe ce que je fais, quoi, tu vois, je veux pas te mentir, aujourd'hui, ma journée, elle était relou et j'avais la flemme de la faire, mais 90% de mes journées, je suis content de les faire, tu vois. Ok. Et tu gagnes combien actuellement? Après, si t'as pas envie de répondre, il y a aucune obligation ou donner une Mais moi je fourchette. suis super clean là-dessus, c'est trop bien. Je vais te sortir. Alors attends, j'ouvre mon onglet compta. Comme ça, je peux te dire exactement. Voilà, ça va vraiment être On est en mode la réel, somme quoi. exacte. Non, ouais, en fait, je fais une vidéo tous les mois, en début de mois, sur combien j'ai gagné le mois précédent, histoire d'être super transparent sur le sujet, parce qu'en fait, je trouve que les gens, globalement, sont pas très transparents sur le sujet. Alors, je peux te dire exactement, depuis le début de l'année, j'ai facturé 42 000 euros et j'ai sorti 5 000. Donc, j'ai un résultat de 37 000, et en gros, en moyenne, par mois, ça doit faire, j'ai fait 7 000 en Ouais, tech. 6 000, pas loin, quoi. Ouais, voilà, peut-être un peu plus quand même, peut-être plus 7000, 7005, tu vois, en moyenne. Et là, ce mois-ci, ça va sûrement être mon pire mois parce qu'en fait, c'est le mois où ça commence à être réel, tu vois, je commence à être vraiment dans l'entrepreneuriat et vraiment devoir gagner ma croûte tout seul. Donc voilà, mais je te dis ça, mais en fait, ça va peut-être pas si pire, peut-être à 6005 ce mois-ci, un truc comme ça. Ça dépend si mes Merci en factures tout elles cas prennent. Mais ouais, voilà, très merci d'avoir transparent. partagé ça. Mais c'est très incertain, Le tu sais, je but, c'est commence tout aussi juste mon truc, je de, suis un peu en mode, je sais jamais trop si ça va marcher ou pas, donc voilà, mais en gros, voilà, en moyenne, je suis dans ces eaux-là. on a voulu incorporer cette question parce que le but, c'est pas juste de dire, ouais, un tel gagne tant, un autre gagne tant, mais c'est aussi pour motiver les personnes. Parce que c'est vrai qu'en France, on a un peu le problème avec l'argent qui est tabou, quoi. Ouais, de ouf. Mais en fait, je suis pour beaucoup plus de transparence et je trouve que les gens sont pas assez transparents et que du coup, tu te retrouves avec un déséquilibre. Tu sais, il y a Théo Lyon qui parlait pas mal de ça récemment. Il est un peu en mode genre les infopreneurs vont mourir parce que il y a une décorrélation de la valeur qui est vendue vs la valeur qui est réelle. Et donc, en gros, la théorie, c'est que les infopreneurs, ils te disent tu vas apprendre à gagner 10 000 balles par mois avec cette méthode. Mais eux l'ont jamais fait et le pourcentage de gens qui vont le faire avec leur méthode va être de genre 1%, tu vois. Et donc en fait tout le monde est un peu en mode genre ces gens gagnent beaucoup d'argent, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, etc. Et en fait moi j'ai envie d'être super clean, tu vois, la finance et la compta et la fiscale, c'est des trucs qui m'ont toujours trop intéressé, et je suis en mode putain, mais faites voir vos bilans, tu vois, où est-ce que l'argent va, d'où est-ce qu'il arrive, combien ça vous coûte, histoire qu'on sache vraiment de quoi on parle, parce qu'en fait, les gens, tu regardes sur Twitter, t'as l'impression que c'est tout beau, tout rose, la réalité, c'est pas la même, quoi. Donc en fait, c'est bien d'avoir le truc et de voir les chiffres et de se dire, parce que les chiffres, c'est la seule chose qui est réelle à la fin. Les gens, ils font du blabla, ils font du joli marketing, mais le seul truc qu'on a à la fin, tu vois, la vraie raison comment ça fonctionne économiquement, c'est les chiffres. Et donc, Oui, c'est vrai. je trouve ça, tu vois, je trouve ça dommage que les gens ils soient pas OP sur leurs chiffres parce qu'en fait,
si t'es clean de A à Z et que t'as pas une faille particulière dans ton business, normalement tes chiffres ils sont normaux et personne n'est choqué et tout le monde se dit ok c'est ok, tu vois. Et en fait un business sain, Oui, c'est vrai, un business qui est complètement ouvert je trouve et qui peut montrer tous ses chiffres et qui peut être là genre bah voilà je gagne mon argent comme ça parce que ça et pouvoir expliquer son business simplement en montrant ses chiffres, c'est pour moi un quotient pour te faire voir que ton business il est sain. Ouais, non, mais t'as bien résumé. Voilà. Et le petit défi qu'on a voulu aussi mettre, qu'on met à partir de cet épisode. Donc, imagine, t'as 200 euros, il te reste 200 euros sur ton compte et t'as aucune compétence. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec? Putain ça c'est une bonne question quoi. Bah déjà enfin ouais j'ai 200 euros pour le mois, je vis en France. Moi, tu vis où tu vas, allez, tu vas où t'es où tu es maintenant. Ça sera Ok, moins. déjà déjà j'ai de la chance parce que je gratte un mois, tu vois, j'ai pas besoin d'aller Et pointer à allez, on va l'intérieur. caler même t'as 3 mois de logement de marge. Que sinon, Ok, t'as 3 mois 200 de euros logement et et 3 bouffe. mois de logement. Ouais, bon, ok, putain, c'est pas mal. Ça Allez, va, même 6 mois, Oh, on va je suis dire. bien. C'est vrai que sinon, En vrai, c'est chaud sur pas mal d'aspects. Je pense que je pense que je taffe gratuitement pour quelqu'un pendant, si j'ai 6 mois, je pense que j'essaie de le faire pendant 3 mois. Parce que ça va bon primo je vais prendre des skills tu vois un peu et je vais lui faire voir mon dévouement entre guillemets tu vois, je vais faire voir au gars bon bah voilà voir j'ai 6 mois. Ah, c'est chaud 6 mois. Mais vas-y, on voit après 3 mois. Si après 3 mois, ça colle bien avec le mec pour qui je taffe gratuitement. Parce qu'en fait, t'es en mode, t'es le pied au mur. Et là, personnellement, je vis en Thaïlande, donc je peux pas aller trouver un taf en Thaïlande, tu vois. Donc en gros, je vais être en mode, je peux pas trouver un taf d'employé, je suis verrouillé, va falloir que je travaille en ligne, etc. Et donc, ouais, travailler gratos pour un gars, si je sais que j'ai 6 mois d'avance pendant 3 mois, si ça marche bien avec lui, j'aimerais bien lui dire un truc du genre, bon bah voilà, je refais 3 mois de plus avec toi, et j'aimerais bien que dans 6 mois tu me files genre au moins 500 euros par mois ou full perf, tu vois. Enfin ouais, 500 euros par mois histoire de pouvoir vivre en gros. Et ensuite, en gros, tu prépares un planning pour te dire comment est-ce qu'on fait pour augmenter progressivement jusqu'à avoir un salaire normal. Et du coup, en un an, je pense que ça te permet d'avoir un salaire normal à peu près, tu vois, genre en mode gagner 1000 euros par mois depuis la Thaïlande, ce qui paraît plutôt honnête. Et ensuite, à partir de là, ouais, c'est compliqué quoi, t'es bloqué dans cette situation un peu après. ouais, là, Ouais, mais il y a toujours des trucs à faire. En fait, après, je commencerai à aller chercher des clients, tu vois. J'irai chercher des clients, j'irai sur du Upwork, je pense, des trucs comme ça. Et je spammerai un peu les clients, histoire de voir qui réagit, comment ça réagit et tout. Euh, et ça te permet progressivement de faire un peu en fait, le truc, c'est qu'il faut gagner de la compétence, quoi. Si t'as zéro compétence et zéro cash, faut que tu trouves un moyen de vivre et de gagner de la compétence en même temps. Donc, ouais, trouve un gars qui peut te payer 500 euros par mois pour être un peu homme à tout faire. Quand t'es français, que tu parles français, c'est faisable. Et ensuite, si tu veux trouver de la compétence, s'exercer sur des clients Upwork ou des trucs comme ça peut être une bonne solution, je pense. Et lancer ses propres projets aussi, hein, lancer un e-com, tu vois. Je pense que aujourd'hui, lancer un e-commerce, tu lances un shop de drop, tu plugs un WooCommerce, tu mets tes produits à la main en AliExpress, tu fais ton support toi-même et tu fais tes liens gratuits sur eReferrer ou une connerie comme ça, et tu fais ton contenu avec ChatGPT. Bah franchement, tu peux lancer un shop viable. C'est un taf qui va être ingrat et qui va être compliqué, qui va être long et qui va être énergivore, mais tu peux lancer un projet qui est assez viable en quelques mois, tu vois, qui va être un vrai projet en fait, qui va te permettre de gagner quoi vivre. ouais, bien sûr. Mais ouais, partir, c'est pas quelque chose que je souhaite aux gens, hein, de partir avec 200 euros dans leur poche et zéro skill. Ah, mais bon, non, mais t'as quand même bien résumé. En gros, la base, se lancer, comme on le dit souvent, c'est se lancer et des fois, les choses amènent d'autres choses Ouais. dans la vie aussi. Et sinon, j'avais vu un truc pour les Français, si j'avais été en France, on va dire. J'avais vu un modèle d'un gars qui avait dit ça sur Twitter qui était un banger, je trouvais. C'était garde de nuit. Il disait ouais les gars, ce soir je gère un client en freelance pendant mes heures de garde de nuit et du coup je suis doublement payé, tu vois. Et je trouvais ça trop intelligent de se dire genre être garde de nuit, c'est vrai que personne te fait jamais chier, on te demande juste de pas dormir, bah c'est ton PC, c'est ton bien, tu dors pas, et du coup t'es sur ton PC, tu travailles, tu fais tes clients, tu fais tes sites, tu fais ton contenu, tu fais ce que tu veux, et en parallèle t'es payé à être garde de nuit quoi. Donc ça c'est vraiment un bon truc, je pense, quitte à être garde de nuit à ce que ce soit un peu moins bien payé, un taf un peu pété, etc. Si tu peux sortir un PC c'est idéal, sinon si tu peux que taffer sur ton tel, en vrai c'est faisable de taffer sur son tel alors qu'il est, je Oui, pense. c'est ça. C'est pas simple, mais tu vois, c'est pas souhaitable. Mais quitte à être doublement payé, c'est faisable. Ouais, mais je l'avais vu, je crois, le post, c'est un mec qui est dans l'achat-revente de luxe, non? C'est Ça pas devait être très. ça, ouais, c'était c'est Et toute je cette crois, il sphère-là, parlait en tout cas.
Ouais, c'était ça, je crois, il parlait du SIAP, en gros, pour avoir les normes de sécurité et garder des entrepôts, des trucs comme ça. En gros, c'était ça, je crois. Moi, Ok. moi, je crois que c'était vraiment un gars qui était genre, il était là, genre, il avait c'était un gars qui avait fait du e-com, peut-être du e-com de luxe ou une connerie comme ça, et il faisait voir, genre, il était là en mode genre, je fais ma ronde et ensuite je fais mes fiches produits, tu sais, ou un truc comme ça. Et le gars, il était là en mode genre, Excellent. what the fuck quoi. Et t'avais un gars qui le mettait en quote Twitter et qui disait, le gars, c'est trop sous-estimé cette méta. Garde de nuit plus tu taffes tes projets pendant ce temps-là. Et il y a ça, et il y a un autre truc que je trouvais trop intéressant comme méta Twitter aussi comme ça, qui était intéressante. C'est le fait que si tu fais un taf qui est juste genre où il n'y a pas de barrière, enfin tu vois, il n'y a pas de tips and tricks et de trucs genre de hack, tu vois, où tu sais que tes concurrents peuvent te doubler en un clic. Euh, le faire et le streamer en même temps. Pas forcément le commenter, Mm. encore que si tu peux le commenter un peu, tu sais, toutes les 5 minutes, faire un commentaire, c'est pas mal. Mais du coup, ça te permet d'être constamment en train de streamer un truc que tu fais. Et du coup, tu capitalises un peu, tu crées potentiellement un peu d'audience, tu vois. En fait, à force de streamer, il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui va tomber sur toi. Si tu le fais genre, je sais pas, 6 heures par jour, tous les jours, toutes les semaines, bah, il y a un moment où tu vas capitaliser, tu vas créer un peu d'engagement, etc. Et ça peut être intéressant à voir, tu vois. Tu peux même redécouper, tu sais, prendre des tools, et tu passes genre, je sais pas, une demi-heure le soir, tu redécoupes tes sessions de travail en vidéo de 20 minutes et tu les mets toutes sur YouTube. Enfin, tu peux créer des Ouais, trucs comme ça. carrément. Et genre, utiliser le moment de travail comme un moment où tu es juste en train de créer autre chose, tu vois, en même temps et de créer du contenu sur le travail que tu fais, tout en le faisant en même temps et sans que ça te fasse perdre du temps, tu vois. C'est un peu l'idée. Je trouvais que c'était une bonne idée. Le coup de streamer, surtout que moi j'aime bien discuter, parler, faire les trucs comme on a pu le voir plusieurs fois. Mais du coup, genre le fait de streamer, de faire son contenu en même temps et quand t'es sur un truc un peu tradi, enfin tu sais là genre je travaille sur la niche du CBD. À la niche CBD, tout le monde la connaît. Il y a pas beaucoup de petits hacks dans le CBD où tu te dis ah ouais j'ai pas pensé à ce mot clé et tout. Non, enfin tu vois tout le monde a tout couvert. Hein. C'est quand même un truc qui est surtravaillé quoi. Donc au final il y a peu de hacks à aller chercher. Il y en a en vrai hein, comme partout, mais c'est pas un truc où tu te dis ah ouais le gars il gagne 10 000 euros par mois sur un keyword caché en mode c'est Ouais, random non, je et il pense se pas. régale quoi. Tu vois. Ok, ok. Ouais, bah, merci à bon entendeur. Du tout, t'as donné trois moyens différents, donc merci. Ouais, ça laisse des possibilités. Comme ça vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Yes. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Le ou les prochains épisodes? Bah Paul Sanchez, hein, si vous l'avez pas pris, prenez Paul. Non, on n'a pas eu encore, mais oui. Bah Ok. franchement, Paul, moi c'est le king, j'aime trop écouter son contenu, donc il en produit pas par lui-même, il attend d'être invité, il fait le prince. Ouais, en vrai, Paul, j'adore. Je sais que vous avez eu Romain qui est pour moi un top gars, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Euh, J'aime On a bien. Romain et avant que ton épisode sorte, il y aura l'épisode de Laurent Borelli Ah bah tu vois, bah ça fait plaisir aussi. d'avoir celui de Laurent C'est Borelli marrant, du coup, ouais. 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 Putain, je vais Ah, pouvoir. Ah, franchement, je on vais a me pris régaler, une. ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En plus, si tu lui poses des questions, il y a possibilité qu'il parte moins dans tous les sens, du coup, ça va être pas mal, quoi. Ah, franchement, on a vraiment apprécié. C'est un personnage, mais vraiment, on a pris une claque, quoi. Putain, je l'adore. Ok, c'est cool. Bah vas-y, je regarderai en vrai avec plaisir, ça va être vraiment cool. Et sinon, une autre personne que j'aime vraiment bien. Non, en vrai, si vous l'avez, ça serait top Paul, quoi. Je réfléchis. Putain, est-ce qu'il y a pas une autre personne que je kiffe vraiment SEO qui fait des dingueries et tout? Euh... Bah, SEO ou pas SEO, hein, ouais, ouais, je te dis SEO parce que j'ai l'habitude ouais. de bouffer dans le SEO toute la journée. Non, une personne qui serait vraiment stylée à avoir, ce serait Yann Decoupman, quoi, de North Star, qui est le numéro un, le SEO français le plus riche de France, quoi. Il y a un moment qu'on le Ah dise pour mettre ouais, sa couronne à César, quoi. pour l'anecdote, on lui a demandé parce qu'on nous l'avait recommandé. Je crois que c'était Guillaume Ouais, Souillard qui nous bah l'avait ouais, recommandé ça m'étonne et pas. il a pas voulu. Ouais, mais ça m'étonne pas, il prend Il a pas, dit ouais. qu'il voulait pas. Ouais, Je sais plus ouais. ce qu'il m'avait répondu. Qu'en gros, il a dit, je crois qu'il ferait une interview quand il arrêterait. Il m'a répondu un truc comme ça. Ouais, C'est drôle. ça m'étonne pas de lui. Et s'il a donné zéro interview alors qu'il est, c'est pas pour rien. C'est juste calculé. Je pense que vous pouvez essayer de contacter Simon Legouge aussi, hein, de Green Tomato, qui serait quelqu'un de super intéressant à voir. Ok. Mais je pense qu'il est dans la même dynamique que Yann Decoupman en mode pas d'interview pour le moment. Et donc c'est dommage de se dire que nos kings SEO français, ils veulent pas trop se montrer. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Au moins, ils continuent de faire des belles Non, choses. mais on tentera quand même Simon et Paul Sanchez du coup. Franchement, ouais, faites-le Et avec plaisir. ok.
Comment les auditeurs peuvent te suivre sur les différents réseaux ou YouTube? Putain, ils peuvent me suivre partout, hein. C'est moi, tu cherches Léo Poitvin, tu me trouves un peu partout. Maintenant, c'est bon, tu sais, tu peux, si tu googles mon nom, je suis en première page, je suis content. Mais en gros, ouais, sur Twitter, c'est Léo Poitvin, je crois. Sur YouTube, ça doit être Léo Poitvin aussi. J'ai mon Linktree où il y a tous mes réseaux, etc. Donc en gros, le mieux, c'est si vous me trouvez, peu importe si vous me trouvez sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Vous allez trop vite trouver mon Linktree où il y a tous les réseaux, tous les moyens de me contacter. Et je laisse même mon WhatsApp et tout dans le Linktree, donc vous êtes en mode free party, faites-vous plaisir, voilà quoi, avec grand plaisir. Yes. De toute façon, on mettra tout ça dans la description avec donc ton Linktree et peut-être divers réseaux. Donc on va peut-être mettre Twitter, YouTube. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour finir cet épisode? Bah franchement, c'était un plaisir de discuter avec toi, Mehdi. C'était cool de revenir sur le passé, en fait, simplement parce que c'est un truc que je fais pas plus trop en ce moment. Je suis beaucoup orienté sur l'avenir et pas trop sur le passé. C'était intéressant de replonger dedans et de me demander quels étaient les signes avant-coureurs qui pouvaient m'annoncer que j'allais finir comme ça. Et il y en avait plus que ce que je pensais finalement. Donc c'était vraiment cool de revenir un peu sur le passé, de discuter avec toi et c'était un plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi et que t'as passé un bon moment. Non, mais j'ai beaucoup apprécié. Merci en tout cas. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner et on va conclure l'épisode sur ça. Merci encore. Merci.